Dans l'avion, la jeune fille Kang Ha-ram gardait ses lunettes de soleil. Alors que les portes de l'avion se fermaient et que l'appareil se préparait au décollage, elle commença à somnoler. Vaincue par le sommeil, elle laissa tomber accidentellement ses lunettes de soleil. Une petite fille assise à côté d'elle les ramassa. Kang Ha-ram réalisa qu'il y avait un problème. Elle ne trouvait pas ses lunettes, mais remarqua que la petite fille les portait avec un air cool. Kang Ha-ram se sentit tendu, mais força un sourire, demandant à la petite fille de lui rendre ses lunettes. La petite fille secoua la tête, refusant. Le visage de Kang Ha-ram s'assombrit, non à cause de la fille, mais parce qu'elle vit quelque chose de sale, quelque chose d'horrifiant. Terrifiée, elle s'effondra par terre avant de lutter pour reprendre son calme. Puis elle le remarqua, des ombres sombres tourbillonnaient autour de chaque passager. Sachant ce qui allait arriver, elle frappa frénétiquement à la porte, exigeant de descendre de l'avion. Tout le monde la prit pour une folle et la prévint qu'elle serait emmenée au poste si elle continuait. Mais elle préférait le poste à rester à bord. L'avion fut contraint de s'arrêter à cause de sa perturbation. Même alors qu'on l'escortait, elle pressa désespérément tout le monde de quitter l'avion. Ce n'est qu'après le départ de Kang Ha-ram que la fillette rendit les lunettes de soleil à une autre fille, lui demandant de les rendre à la femme. Le narrateur commente que la vie de Kang Ha-ram a été tragiquement marquée. Depuis son enfance, elle était différente. Elle possédait la capacité de voir ses ombres. À l'âge de 3 ans, son père lui a offert des lunettes de soleil en disant « Et que cela t'aidera à ne pas voir les ombres. » Yo ho ho! Depuis lors, son placard débordait de lunettes de soleil qu'elle avait portées tout au long de sa vie. Mais comme la fillette avait pris ses lunettes, Kang Ha-ram pouvait voir les ombres envahir la cabine. Malgré son agitation, l'avion a poursuivi son décollage prévu. Elle savait avec effroi que les passagers et l'équipage de ce vol ne reviendraient pas. Peu après, les journaux télévisés confirmaient le crash de l'avion. Kang Ha-ram a été appréhendée comme suspecte, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait. La police voulait savoir pourquoi elle avait supplié de descendre de l'avion. Elle a répondu « Parce que j'ai vu des ombres. Mes yeux peuvent voir les esprits des défunts. C'était la première fois que je voyais autant d'ombres sombres. » Entendant cela, le détective Han Mu-gang a eu une illumination. Il se souvenait d'une rencontre précédente dans un salon de thé où il avait été intrigué par ses lunettes de soleil pendant qu'elle travaillait. Le gérant, préoccupé par l'image du magasin, les avait retirées pour en trouver une autre paire de sous. Le gérant les avait également retirées, ce qui avait poussé Kang Ha-ram à serrer les dents et à demander à un client « Yobe, que souhaitez-vous commander, Yoe ?» Le client cependant lui demanda brutalement « Yoge, qu'est-ce que vous regardez, Noer? Yo, continuez à regarder, et je vous crèverai les yeux avec cette fourchette. » Le narrateur souligne l'importance de se souvenir de cette phrase. Kang Ha-ram détourna le regard, puis vit une ombre sombre derrière un homme. Malgré sa peur, elle ne put s'empêcher de regarder en arrière. C'était son ex-petite amie. Lorsque son thé fut prêt, elle lui saisit le bras en disant « Attends 3 minutes de plus avant de partir. » Il était agacé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Damule, Janan, Arne, Oye, Arbiudiusi, Dayamame Wasi, Saposuipono. Lâche-moi, supplia-t-elle. Même 1 minute. S'il te plaît, attends. Mais, il ne voulait pas rester. Alors qu'il sortait par la porte, 2 pas plus tard, une voiture le percuta, le projetant en l'air. Han Mu-gang remarqua que Kang Ha-ram ne montra aucune surprise, comme si elle s'attendait à cela. À l'époque, il l'avait trouvé étrange, mais n'avait pas su pourquoi. Maintenant, il comprenait son comportement. Au poste de police, une foule se bousculait. Une femme heurta accidentellement Kang Ha-ram. Sans ses lunettes, Kang Ha-ram revit les ombres. Han Mu-gang observa tout en silence. Il murmura « Des ombres mortelles, bientôt, elle mourra. » Après avoir quitté le commissariat, Kang Ha-ram a traité la police d'incompétente. Un coup de klaxon l'a interrompu. C'était Han Mu-gang. Il lui a proposé « Ya, laissez-moi vous déposer pour que vous vous calmiez, yo. » À la surprise de Han Mu-gang, Kang Ha-ram a accepté sans hésiter. Han Mu-gang pensa « Yego, je ne faisais qu'une politesse. » Mais Kang Ha-ram était prête, attendant que je la ramène chez elle, yo. Finalement, Han Mu-gang démarra le moteur en silence, ignorant que ce court trajet allait changer sa vie à jamais. Alors qu'il traversait un pont,
Kang Ha-ram abaissa inopinément ses lunettes de soleil. Effectivement, elle aperçut une ombre sombre derrière un jeune homme sur le point de sauter. Elle remit ses lunettes et murmura « Yagé, ce ne sont pas mes affaires. Yo !» Tout le monde pressait le jeune homme de ne rien faire de précipité. Mais Han Mugang dit « Eh gars, ne vous inquiétez pas, il ne sautera pas. Yo ! Il vient ici plusieurs fois par mois, il essaie probablement juste d'attirer l'attention. » Kang Ha-ram pensa « Yoga va-t-il vraiment mourir cette fois, yo? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. » Han Mugang, entendant cela, se sentit légèrement agacé. Il regarda le jeune homme et pensa silencieusement. Yagé, ça va aller. Yo. La veille, la mère de Kang Ha-ram avait fait irruption au poste de police, grondant sa fille avec colère. Tu es malade encore? Où étais-tu? Han Mugang pensa qu'elle faisait peut-être une crise et qu'elle disait des bêtises. Après avoir déposé Kang Ha-ram chez elle, il s'apprêtait à partir lorsqu'il la vit le fixer intensément. Cela le mit mal à l'aise, mais elle regardait en fait le numéro de téléphone sur sa voiture. Sans un mot, elle se retourna et monta à l'étage. Sur le chemin du retour, Han Mugang reçut un SMS d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit et découvrit un message l'insultant, le traitant de flic stupide. Il pensa que seul Kang Ha-ram osait l'insulter ainsi. Pensant qu'elle était simplement contrariée, il n'y prêta pas attention. Mais soudain, il vit le jeune homme qui allait sauter lever inopinément la main, puis tomber en arrière. Avant que quiconque ne puisse réagir, il plongea dans la rivière. Han Mugang était fou de rage. Il ne comprenait pas pourquoi le jeune homme avait commis un acte aussi imprudent. Tomber de cette hauteur était une condamnation à mort quasi certaine. Bientôt on retira le jeune homme. Mais malheureusement, cette fois, il était vraiment mort. Sa mère pleurait inconsolablement. Son fils était parti avant même qu'il puisse fonder une famille. Han Mugang se souvint soudainement de Kang Ha-ram. Cette fille particulière était vraiment extraordinaire. Même sous la douche, elle portait des lunettes de soleil. Son expression était pleine de satisfaction malgré les regards étranges qu'elle recevait. Mais elle y était habituée. Ce soir-là, Han Mugang, ivre, est allé trouver Kang Ha-ram et lui a dit « L'homme sur le pont est mort. » Kang Ha-ram a simplement répondu « Je vous l'avais dit ». Han Mugang a ressenti un immense regret. S'il avait écouté Kang Ha-ram, peut-être aurait-il pu le sauver. Kang Ha-ram a dit « Vous pouvez rentrer chez vous maintenant ». Mais il bloquait son passage en disant « Yagé, vous êtes un ange envoyé par Dieu. Yo ». Il lui proposa un partenariat pour sauver des personnes au bord de la mort. L'offre était anodine, mais la sous-entendue était importante. Le lendemain, Kang Ha-ram retira ses lunettes comme pour prendre une décision. Elle se fit couper une frange, cette coiffure qui cachait ses yeux depuis tant d'années. C'était la première fois qu'elle sortait sans ses lunettes de soleil. Elle regarda autour d'elle, cherchant des ombres, et n'en trouvant aucune, elle continua son chemin. Mais après quelques pas seulement, elle vit une ombre derrière une mère et son enfant. Désirant connaître la cause de la mort de cet esprit, elle le toucha. Elle apprit que la femme était morte de maladie. Elle se calma, se rappelant que la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort sont des processus naturels. Mais après son départ, elle vit un homme obèse. Cet homme allait changer le destin de beaucoup. Kang Ha-ram sortit un paquet de billets et se mit à les compter. Le monsieur âgé assis en face d'elle ne savait pas ce qu'elle comptait faire. Puis elle dit « Cet argent est à vous, si vous restez ici avec moi toute la matinée. » L'homme a ri, lui demandant ce qu'elle tramait, puis a brusquement chassé, lui jetant même l'argent au visage. Il n'est pas si facilement dupe, pensa Kang Ha-ram. Elle se dit « La gentillesse n'est pas toujours appréciée. J'ai fait de mon mieux. Si la faucheuse le veut, je ne peux rien y faire. » Plus tôt, elle avait croisé un homme et vu une ombre sombre derrière lui. Cela signifiait qu'il allait mourir bientôt. Pour savoir pourquoi, elle a touché l'ombre et a appris qu'il mourrait dans un accident imprévu. La nuit précédente, Han Mugang avait exprimé son désir de travailler avec elle pour sauver ceux qui étaient au bord de la mort. Mais il ne savait pas qu'il luttait lui-même contre ses propres problèmes. Han Mugang lança une photographie à sa petite amie, Su-won. Après l'avoir vue, elle eut l'air très tendue. Han Mugang demanda « Avez-vous prévu de m'approcher dès le début ?» Su-won resta silencieuse.
Han Mugang dit, « Même si tu ne le dis pas, je le découvrirai. » Mais il ne savait pas que sa propre mort approchait. Le lendemain, Han Mugang reçut un appel de la jeune fille inhabituelle pendant qu'il était au travail. Elle dit qu'elle acceptait sa proposition de sauver des personnes au bord de la mort. « Je vois quelqu'un qui est sur le point d'avoir un malaise, venez vite. » Avant que Kang Aram ne puisse donner l'adresse, Han Mugang l'interrompit. Il dit qu'il était occupé et qu'il ne pouvait pas venir, prétendant que son offre d'aide avait été une parole d'ivrogne. « Hey, ne réapparaît plus devant moi. Fais attention ou je vais te crever les yeux. » Maintenant, elle devait compter sur elle-même. L'homme âgé, cependant, se révéla remarquablement obtus. Au moment où elle allait partir, elle se souvint de sa mort imminente. Alors elle commença à le provoquer délibérément. Effectivement, il devint furieux et s'apprêtait à recourir à la violence. Kang Aram s'offrit comme cible. L'homme prit peur, s'enfuyant terrorisé, croyant avoir affaire à une folle. Mais Kang Aram persista obstinément à empêcher sa fuite, même après qu'il le poussait au sol. Puis, elle se frappa la tête contre la table avec imprudence. L'homme fut pris de court, voyant le sang sur son front. Ne pouvant plus rester calme, il ramassa précipitamment ses affaires et s'enfuit. Han Mugang arriva juste au moment où il trébucha, les faisant tous les deux tomber. Avant qu'ils ne puissent se relever, Kang Aram leur marcha dessus. Elle demanda rapidement à Han Mugang d'arrêter le vieil homme, entraînant son arrestation injustifiée. Han Mugang demanda. Mais Kang Aram répondit. À travers les ombres, elle apprit que le vieil homme était contrôlé par un malfaiteur. Ce malfaiteur exigea qu'une personne spécifique soit appelée, menaçant de tuer le vieil homme autrement. Elle pouvait voir la personne que le malfaiteur voulait, mais avant qu'elle ne puisse la trouver, l'homme armé tira sur l'otage. Elle se souvenait que l'homme armé portait une montre et un uniforme militaire. Cela signifiait que, même si le vieil homme survivait, quelqu'un d'autre devrait mourir à sa place. Malgré le planning chargé de Han Mugang, cette affaire devint encore plus urgente. Ils suivirent leurs souvenirs jusqu'au lieu du crime, et aperçurent, par inadvertance, la personne que recherchait le kidnappeur. Ils s'approchèrent de la jeune fille avec une attitude de Yaoge, « Voyons voir ce qui se passe Yo. » La jeune fille révéla que l'homme était son petit ami. Han Mugang confirma qu'un soldat avait déserté ce matin-là. Pour changer le futur, ils dirent à la jeune fille d'organiser une rencontre avec son petit ami. Cependant, Han Mugang ignorait que son destin allait prendre un tournant différent. Au restaurant, un homme vêtu étrangement entra et s'assit en face de la jeune fille. Han Mugang savait que sa cible était apparue. Il prit une gorgée de thé et fit signe de commencer. Alors que l'homme suppliait sa petite amie de ne pas le quitter, Han Mugang s'approcha, feignant de lui demander l'heure. Comme l'homme levait la main pour regarder sa montre, Han Mugang lui saisit le bras. Son véritable objectif était de permettre à Kang Aram d'identifier l'homme. Il était légèrement tendu, car il n'était en poste que depuis moins d'un mois. Il avait dû s'entraîner plusieurs fois pour maîtriser rapidement quelqu'un avec des menottes. L'homme était choqué. Personne ne savait qu'il s'était échappé secrètement. Puis il réalisa que sa petite amie avait prévenu la police. Bien sûr, il a été arrêté pour désertion. C'est la première fois que Kang Aram réalisa à quel point il était gratifiant d'utiliser ses capacités pour sauver les autres. Le vieil homme, qui devait mourir inutilement, était enfermé au poste. Il entendit soudainement sonner un téléphone et demanda instamment à un policier d'y répondre. Cela a changé le destin de Han Mugang. Peu après, Kang Aram s'est rendu au poste pour trouver Han Mugang, mais il n'y était pas. En attendant, elle a vu une photographie. Le collier que Han Mugang portait était le même que celui qu'elle avait offert à sa voisine enfant. Pas étonnant qu'elle ait ressenti une impression de familiarité lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Il s'est avéré que sa voisine d'enfance était devenue un détective criminel. Elle a silencieusement regretté de ne s'en être rendu compte que maintenant. Le déserteur a été libéré, ce qui a paru étrange à Kang Aram. Dans sa vision, il portait sa montre au poignet droit, mais il la portait au poignet gauche. Elle s'est précipitée au poste de police en demandant « Où est son arme ?» Étonnamment, il n'en avait pas. En entendant cela, Kang Aram murmura « Me serais-je trompé ?» À cet instant, tout le monde s'est mis à crier tandis que les informations télévisées relataient qu'un déserteur retenait une otage. C'était la scène qu'elle avait prédite,
Mais l'otage avait été remplacé par Han Mugang. L'homme âgé d'avant a dit « Han Mugang est allé chercher ma mère pour moi ». Il s'est avéré que l'homme âgé avait reçu un appel d'une maison de retraite lui demandant de venir chercher sa mère désorientée. La maison de retraite était située au 2e étage d'un centre commercial. Se souvenant de la prédiction de Kang Haram selon laquelle le vieil homme mourrait en otage, Han Mugang l'avait remplacé. Cela signifiait que le sort du vieil homme avait été transféré à Han Mugang. Kang Haram secoua la tête. Elle connaissait déjà le résultat. Effectivement, le tireur d'élite tira un coup, tuant 2 personnes. Les jambes de Kang Haram cédèrent sous le coup de la peur. Elle s'est reproché son geste. Si je ne m'étais pas immiscé, Han Mugang ne serait pas mort. Puis elle a couru chez elle en marmonnant « Je suis coupable, je suis malchanceuse. Je dois suivre Han Mugang. » Elle a enlevé ses lacets, ayant l'intention de mettre fin à ses jours. Han Mugang, quant à lui, était toujours à l'hôpital. Sa petite amie, médecin, a reçu une notification et s'est précipitée. Voyant son petit ami là, elle a été terrifiée, mais s'est rapidement ressaisie, commençant rapidement un traitement d'urgence. Cependant, Han Mugang est tout de même décédé. En voyant Li-Ki, Su-won s'effondra, sachant que cette fois, Han Mugang ne pouvait être sauvé. Kang Haram était déterminée à mourir. Elle renversa une chaise, son corps se balançant dans les airs. Alors qu'elle s'étranglait, elle apprit soudainement que l'otage, Han Mugang, était toujours en vie. Mais elle essayait de suivre Han Mugang, et pourtant elle se pendait dans sa chambre. Elle ne voulait plus mourir, mais elle ne savait pas qui appeler à l'aide. Le problème était, Han Mugang n'était-il pas mort instantanément? Le médecin avait confirmé son heure de décès, et son corps avait déjà été transporté à la morgue. Mais l'apparition d'un médecin masqué a tout changé. Il est venu chercher le corps sans vie de Han Mugang, et a sorti un scalpel, avec l'intention de lui retirer la balle de la tête. Cependant, alors qu'il commençait, Han Mugang s'est soudainement réveillé, s'est étiré. Cela a terrifié le médecin, qui a uriné dans son pantalon et a fui. La mère de l'autre côté pleurait toujours. « Non, moi Han Mugang ne peut pas mourir comme ça. Où est mon fils? Ah, je veux voir mon fils. » Le docteur est sorti en courant. Han Mugang est bel et bien vivant. Je viens de le voir dans le couloir. La mère s'est précipitée, mais n'a pas trouvé Han Mugang. Ils ont dû vérifier les caméras de sécurité pour voir que Han Mugang était sain et sauf. Les médecins étaient tous stupéfaits. Kang Haram était toujours suspendu en l'air, mais son téléphone sonnait. Cependant, elle n'a pas pu y répondre. L'appelant était un jeune homme debout devant sa porte. Peu importe combien il appelait, il n'y avait aucune réponse de l'intérieur. Il pensa que personne n'était à la maison et s'apprêtait à partir lorsque son chien se mit à aboyer à l'intérieur. Réalisant que quelque chose n'allait pas, le jeune homme se précipita dans la maison. Heureusement, il réussit à sauver Kang Haram juste au moment où elle allait mourir. Le chien lui lécha le visage jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien? Il est tellement sale. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua la présence d'une autre personne dans sa maison. Elle lui attrapa sa chemise et demanda « As-tu réussi à entrer en douce pour voler quelque chose ?» Il répondit rapidement « Sans moi, vous seriez morte. » Ce n'est qu'à cet instant que Haram reprit pleinement ses esprits. Puis le jeune homme se présenta. « Mon nom de famille est Oh et je m'appelle Mansur. Mon père voulait que je vive longtemps. Alors il m'a donné ce nom. Et ce chien est votre sauveur. Bien que vous ne me connaissiez pas, je vous ai vu lors de votre arrestation au poste de police, en tant que suspect. Vous avez dit avoir vu des esprits malfaisants. J'étais là aussi. J'ai cru ce que vous avez dit, alors j'ai pris votre numéro de téléphone et votre adresse, et je suis venu vous demander de vérifier s'il y avait des ombres sombres sur moi et mon chien. Mais Kang Haram m'a seulement demandé « Avez-vous une voiture ?» Maintenant, elle voulait seulement connaître l'état de Han Mugang. Puis, elle l'a aperçu par hasard sur le bord de la route, alors elle a rapidement dit à Mansu d'arrêter la voiture. Elle allait descendre lorsque Mansu l'a arrêtée, lui demandant si elle avait vu des ombres sombres sur eux. Kang Haram a répondu à contre-cœur qu'il n'y avait pas de problème pour le moment. Pas d'ombre. Rentrez chez vous et prenez un bain. Était-elle sérieuse? À ce moment-là, Kang Haram ne se souciait que de Han Mugang, ignorant qu'il n'était plus le même Han Mugang et certainement pas le voisin qu'elle connaissait. Dès que Han Mugang s'est réveillé,
il a posé la main du médecin sur sa poitrine. Pourquoi bat-il si vite? Sa petite amie, la médecin, pensait qu'il l'aimait toujours, mais il croyait que c'était un problème physique. Il l'a congédié. Suwan ne comprenait pas pourquoi son petit ami se comportait comme une personne complètement différente après s'être réveillé. C'était effectivement la vérité. La nuit précédente, Kang Ha-ram l'avait trouvé et s'était excusé pour son ingérence qui lui avait causé un danger. Mais il l'avait froidement renvoyé. En regardant le bracelet qu'il avait jeté, Kang Ha-ram prit sa décision. Voyant que le médecin n'était pas là, elle alla tranquillement au lit de Han Mu-gang et utilisa son téléphone pour examiner son visage. Maintenant, elle était certaine qu'il était la personne qu'elle cherchait. Elle se souvenait encore de cette année-là, où elle pleurait et où il lui avait promis de la protéger toute sa vie. Il lui avait dit qu'il ne l'aimait qu'elle. Ils avaient même fait une promesse sur le petit doigt. Elle lui avait offert un bracelet qu'elle avait fait elle-même, espérant qu'il ne l'oublierait pas, même lorsqu'il partirait à l'étranger. Mais cette fois, il est resté parti 10 ans. Heureusement, leur destin n'était pas terminé. Finalement, le destin les a réunis. Kang Ha-ram lui remit le bracelet, mais Han Mu-gang la poussa inopinément. Han Mu-gang eut soudain une violente migraine. Mais Kang Ha-ram persista. Kang Ha-ram était furieuse et ne voulait plus rester. Mais en rentrant chez elle, elle fut horrifiée de trouver sa maison saccagée. Elle cria, exigeant de savoir ce qu'il cherchait. Finalement, il le trouva. Kang Ha-ram se jeta sur lui pour le récupérer, mais il la repoussa. Il dit qu'il ne faisait que l'emprunter. Kang Ha-ram a eu recours à son ultime tactique. « Ah, tu sais quel genre de regard j'ai, n'est-ce pas ?» Mais il s'en fichait. « Si tu prends l'argent et que tu t'en vas, pas un seul pas de plus tu mourras. » Alors, elle a commencé son numéro. Il devinait qu'elle avait vu quelque chose, mais il insistait obstinément pour qu'elle cesse de faire semblant, car il ne la croyait pas. Maintenant, il ne se souciait plus que de l'argent. Kang Ha-ram, désespéré, se demandait pourquoi sa mère avait trouvé quelqu'un comme lui. Elle souhaitait ne pas avoir un tel beau-père. Le lendemain, elle mit ses lunettes et se brossa les dents. Mais plus elle se brossait, plus elle se mettait en colère. Pourquoi devait-elle endurer cela? Être harcelée par son beau-père était une chose. Mais pourquoi Han Mu-gang ne se souciait-il même pas d'elle? Non, je dois faire quelque chose. Han Mu-gang était toujours à l'hôpital, à la recherche de quelque chose. Puis, il trouva une boule de verre dans sa poche. Ceci lui était plus précieux que sa vie. Puis, il s'habilla soigneusement et mit ses chaussures. Ne voyant personne autour de lui, il entra dans le réfrigérateur, avec l'intention de faire quelque chose. Mais à ce moment-là, il vit quelqu'un arriver. Alors, il ferma le réfrigérateur et décida de chercher une autre occasion. Mais Kang Ha-ram a continué à le suivre. Puis, il vit un bus arriver et monta rapidement à bord, laissant Kang Ha-ram peiner à le rattraper. Il ordonna urgemment au chauffeur de partir, mais le chauffeur lui demanda de payer son billet d'abord. Pendant qu'il parlait, Kang Ha-ram a réussi à monter. Elle a payé discrètement le ticket de Han Mu-gang. Voyant cela, Han Mu-gang a essayé de s'éclipser, mais les portes se sont refermées. Kang Ha-ram ne s'attendait pas à ce qu'il reste agité même après être monté. À ce moment-là, une femme âgée est montée et s'est tassée près de Han Mu-gang. Il a compris ses intentions, mais il a dit « Vous ne mourrez pas si vous ne vous inquiétez pas ». Elle l'a regardé et a dit « Les jeunes de nos jours sont si mal élevés ». Mais il a rétorqué « Les gens de nos jours n'ont aucune éducation. Vieux et pourtant si mal élevé. Gamin, tu n'as pas de parents. » La vieille femme, furieuse, lança son sac à Han Mu-gang. Mais il le détourna, frappant Kang Ha-ram et la faisant tomber. Han Mu-gang saisit l'occasion pour s'échapper du bus. Il était pressé car il avait des affaires importantes à régler. Pour gagner du temps, il utilisa sa capacité de téléportation instantanée, confiant que la personne qu'il cherchait serait là. Il s'assit donc, attendant le lapin près de l'arbre devant l'école. Les femmes qui passaient n'osaient pas le regarder dans les yeux, tandis que les hommes le regardaient avec dédain. Au début, il pensa que c'était à cause de ses vêtements. Mais lorsqu'une voiture avec une publicité pour un mannequin passa, Han Mu-gang réalisa soudainement qu'il devait améliorer son apparence. Le vendeur se mit à le couvrir d'éloges,
disant qu'il avait un physique de mannequin. Han Mugang, flatté, demanda le prix. Le vendeur calcula 370 000 wons. Han Mugang paya sans hésiter, disant même au vendeur de ne pas lui rendre la monnaie. Cependant, le visage de la caissière pâlit après avoir reçu l'argent, car Han Mugang avait utilisé de la monnaie du monde souterrain, inutilisable dans le monde des humains. Il est même retourné interroger le vendeur, laissant tout le monde se questionner sur sa santé mentale. Dans cette situation précaire, Han Mugang tira le rideau. Le personnel pensa qu'il s'agissait probablement d'un fugitif, mais ils attendirent et attendirent sans le voir ressortir. L'un d'eux jeta un coup d'œil à l'intérieur pour découvrir que le client avait disparu. Peu après, Han Mugang émergea des toilettes femmes, examinant calmement sa tenue. 2 femmes crièrent le surprenant, mais on ne pouvait pas lui en vouloir. Depuis qu'il s'en souvenait, il était un messager des enfers de lignée pure. Son travail consistait à trouver les personnes sur le point de mourir à l'aide de la boule de cristal, puis à escorter leurs âmes en enfer. Il pouvait traverser l'espace par des portails, et naturellement, les humains ne pouvaient pas les voir. Mais un jour, un collègue l'a trouvé inopinément après avoir ramassé la boule de mission Dai Young. Cette boule au numéro noir était la sienne. Cela signifiait que Young s'était échappé. Le seul moyen de s'échapper vers le monde humain était de posséder le corps d'une personne décédée. En équipe de 2, si un membre commettait une faute, l'autre serait impliqué. S'il était découvert par la surveillance, il serait transformé en chien à la porte des enfers. Entendant cela, Black n'osa pas tarder. Il devait trouver Yi Jung rapidement. Par coïncidence, il a rencontré Han Mugang, qui venait d'être abattu. Quand quelqu'un meurt, la faucheuse doit naturellement agir. Il sortit la boule et vit l'image de Han Mugang à l'intérieur. Cela signifiait que le moment était venu pour Han Mugang de partir. Black savait qu'il était policier et avait un corps. Si je veux ramener Yi Jung, je dois aussi utiliser un corps humain. Avec la mort de Han Mugang, Black a immédiatement saisi l'opportunité de posséder son corps. Devenu humain, il est allé immédiatement retrouver ses 2 collègues faucheurs. Mais comme il était plutôt brutal, il les a offensés. Et lorsqu'ils ont essayé de l'arrêter, ils n'ont pas pu le toucher. Alors que Kang Aram souffrait de maux d'estomac et appelait un taxi pour aller à l'hôpital, elle a soudainement vu 2 ombres sombres à côté de Han Mugang. Inquiète pour sa sécurité, elle a rapidement demandé au chauffeur de s'arrêter. Soudain, un vélo a dévié de sa trajectoire, projetant Han Mugang de la rambarde, faisant tomber la boule de verre de Black Lanza. Il s'est précipité pour la ramasser. Kang Aram, le voyant courir dans la rue, l'a averti. « Fais attention, à l'intérieur de la boule. » L'image de Kang Aram est apparue. Han Mugang a soudainement réalisé qu'il l'avait déjà rencontré il y a longtemps. À ce moment-là, il était en mission. Sa cible était l'homme dans la voiture, dont la durée de vie touchait à sa fin. Mais l'homme était inconscient de tout, achetant innocemment un café pour sa petite amie. Ironiquement, la barista était son ex-petite amie. La jeune fille se couvrit le visage, non pas par timidité envers son ex-petite amie, mais parce qu'elle vit l'ombre derrière lui. À ce moment-là, il la remarqua et sentit que son regard était étrange. Effectivement, elle dit à l'homme d'attendre un peu pour que la mission se déroule, sans accroc. Black allait s'emparer de l'homme, mais Kang Aram le toucha et dit à l'homme d'attendre encore 3 minutes avant de partir. À cet instant, il se sentit très désorienté, mais heureusement, l'homme ne l'écouta pas. Ainsi, dès qu'il quitta le magasin, il mourut, alors que Kang Aram avait prédit le malheureux événement. Pensant que l'affaire était réglée, il ne fit pas attention. Mais maintenant, son image apparut dans la boule, signifiant que sa prochaine mission était de conduire son âme en enfer. Mais maintenant, il pensa qu'elle pourrait l'aider. Alors, il ferma la boule. Immédiatement après, une voiture fonça sur lui. Voyant cela, Aram se précipita pour le sauver. Mais elle s'évanouit. La mission était de prendre son âme. Black prit une décision. Il ramènerait Kang Aram chez elle. Comme il n'avait pas encore trouvé Yi Jun, il ne pouvait pas emmener l'âme de Kang Aram en enfer. En voyant la corde pendue dans sa chambre, il réalisa qu'elle n'avait pas eu une vie facile. Il décida donc de trouver rapidement l'autre personne pour aider Kang Aram à échapper à ses souffrances terrestres. Un jour, Black alla à l'école chercher Yi Jun, pensant qu'il viendrait le trouver pour retrouver sa sœur. Il vit soudain un élève agir étrangement. Cet étudiant était mort depuis un moment, alors comment était-il en vie maintenant? Il a rapidement appelé un élève à part et lui a demandé
Le garçon, déjà mort, a demandé comment Black le savait. Il s'était déjà jeté d'un immeuble auparavant, car il avait redoublé une classe. Heureusement, il avait heurté un arbre, alors il avait survécu. Black soupçonnait que Yi-Jun avait possédé le corps du garçon. Pendant ce temps, Kang Ha-ram avait trouvé un nouveau travail. La vente d'assurance. Elle utilisait ses capacités pour voir si une personne était en sécurité. Sa cliente suivante était la fille d'un homme d'affaires. Elle est donc allée à son école pour enquêter. Par coïncidence, Han Mu-gang était également là. Tous deux furent surpris de se voir. Quoi? Waouh! Que faites-vous ici? Kang Ha-ram regarda dans la salle de classe et vit une ombre sombre dans un élève de sexe masculin. Han Mu-gang l'entendit murmurer et s'approcha en demandant. Que dites-vous? Kang Ha-ram dit. Vous savez, pourquoi faites-vous semblant? Tu sais que je peux voir les ombres de la mort, alors pourquoi faire semblant? Mais Kang Ha-ram ne savait pas que la personne en face d'elle n'était pas le Han Mu-gang, qu'elle connaissait, mais un messager des enfers. Maintenant, Black se souvenait de l'accident du camion et des mots. Reste 3 minutes, puis pars. Que dis-tu? Laisse-moi partir, ne serait-ce qu'une minute. Maintenant, il croyait que Kang Ha-ram pouvait voir les ombres de la mort. Il voulait utiliser les yeux de Kang Ha-ram pour l'aider à trouver l'âme d'Hwa-young. Il poussa Kang Ha-ram, lui demandant « Chez quel étudiant vois-tu une ombre sombre ?» Le garçon assis près de la fenêtre. Puis, Han Mu-gang a pointé une arme sur la tête du garçon. Il voulait forcer l'âme d'A-young-jung à sortir. Mais il découvrit que ce n'était pas la personne qu'il cherchait. L'âme supplia « Grâce ». Voyant l'indifférence de Black, il menaça. « J'ai entendu dire que tu t'enfuis. Si tu m'amènes, je te dénoncerai. Vas-y, arrête-moi. En tant que faucheur, comment peux-tu être menacé par une âme ordinaire ?» Black feignit de l'appréhension, disant au garçon de réintégrer le corps de l'étudiant. Alors que l'étudiant allait partir, il lui saisit le col. Sachant que si une âme possédait une autre personne et mourait une seconde fois, cette âme oublierait tout. Le garçon ne se souviendrait pas de lui. La fille réconforta doucement l'enfant, et une vision apparut soudainement. Elle vit clairement le garçon enfermé dans une valise, puis enterré vivant. L'auteur portait des bandages blancs sur les mains, avec une marque distinctive. Il s'agissait de Kang Ha-ram, celle qui pouvait voir les ombres de la mort. Plus tôt, Kang Ha-ram tenait le contrat d'assurance d'un client VIP, et utilisa ses yeux spéciaux pour vérifier si le client avait des ombres sombres, ce qui signifiait qu'il n'avait rien de mal. Ensuite, elle est allée dans un magasin de proximité pour acheter de l'eau, et en payant, elle a vu par hasard un garçon manger quelque chose. Elle a regardé autour d'elle, mais n'a pas vu ses parents, alors elle a demandé « Où est ta mère ?» Mais les actions du garçon étaient que peu habituelles. Le propriétaire a entendu le bruit et s'est approché en demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Kang Ha-ram a demandé « Ce garçon n'est-il pas du quartier ?» Non. Kang Ha-ram a réalisé que le garçon semblait perdu. Alors elle a demandé avec inquiétude « Où habites-tu » Alors le garçon a conduit Kang Ha-ram dehors. « Tu ne sais pas où tu habites ?»« Quoi ?»« Waouh, Yoon-hui. Le nom de ton immeuble est Yoon-hui. »« Appartement Yoon-hui. » Et Kang Ha-ram ne savait pas quoi faire avec le garçon. Quiconque ne le savait pas pourrait penser qu'elle le harcelait. Kang Ha-ram n'a donc pu que l'emmener au poste de police. Voyant que le garçon n'avait pas de chaussettes, la femme, pleine de bonté, lui a donné les siennes. Rapidement, la police a trouvé un moyen de contacter le père du garçon et a informé Kang Ha-ram de son arrivée prochaine. À ce moment-là, le garçon a soudainement eu besoin d'aller aux toilettes. Mais alors qu'il s'y rendait, une cascade s'est mise à jaillir inopinément. Kang Ha-ram a dû enlever le pantalon du garçon et le laver. Mais en revenant, sa main a touché une ombre sombre sur le garçon, ce qui nous ramène à la scène du début. Peu après, le père du garçon est arrivé. Alors que le père allait embrasser son fils, Kang Ha-ram l'a repoussé de manière inattendue. Le père était confus jusqu'à ce que la police dise que Kang Ha-ram était celle qui avait retrouvé son fils. Kang Ha-ram a vertement critiqué le couple pour son manque de soins envers son enfant. Ils se sont inclinés à plusieurs reprises, s'excusant. La police a expliqué que le garçon s'enfuyait souvent pour jouer, si bien que Kang Ha-ram a changé Davis sur les parents. Puis, le père a embrassé son fils, et la famille est partie. Kang Ha-ram allait se lever lorsqu'elle a vu un portefeuille par terre, et l'a ramassé pour regarder. Il s'est avéré que c'était le portefeuille du père du garçon.
Kang Ha-ram a rapidement couru après eux pour le leur rendre, puis les a gentiment conseillés « Ne le laissez plus se perdre comme ça. Surveillez-le, gardez-le à la maison. » Le couple a également été gêné par ces conseils. Bref, ils devaient garder le garçon à la maison. Les parents ont trouvé cela étrange, mais se sont simplement inclinés en acceptant sa bienveillance. Après leur départ, Kang Ha-ram est resté immobile, fixant l'ombre sombre du garçon, incapable de se calmer. Le lendemain, Kang Ha-ram s'est levé tôt et a couru chez le garçon, ayant l'intention d'empêcher l'auteur. Voyant le père du garçon partir au travail, peu de temps après, elle découvrit un homme étrange arrivant ensuite. Il s'est avéré que c'était le professeur du garçon. L'enfant n'était pas allé à l'école depuis plusieurs jours. Alors l'institutrice est venue prendre de ses nouvelles. Sachant que c'était son institutrice, Kang Ha-ram lui demanda rapidement « Avez-vous vu quelqu'un avec les mains bandées ?» Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un homme à vélo a malheureusement roulé sur une peau de banane. L'institutrice s'est blessée en sauvant Kang Ha-ram et la blessure se trouvait, par coïncidence, à la main. Arrivé à l'hôpital, voyant le bandage familier à sa main, Kang Ha-ram devint suspecte et le suivit pour enquêter. Elle pensait qu'il était le coupable, mais il n'y avait aucune marque sur le bandage. Que faire maintenant? Black a localisé Kang Ha-ram grâce à un dispositif de suivi. Il voulait utiliser les yeux yin et yang de Kang Ha-ram pour trouver quelqu'un. À ce moment-là, il vit un jeune garçon sortir d'un immeuble, suivi de 2 faucheurs. Il réalisa qu'en suivant les faucheurs, il pourrait trouver Kang Ha-ram. Kang Ha-ram suivait son professeur à l'école. Il semblait amical avec les élèves, ce qui la fit douter de ses soupçons. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle le vit apposer un tampon, ce qui la mit mal à l'aise. La scène qui suivit fut encore plus choquante. Le professeur laissa tomber un tampon par inadvertance. Un élève malicieux l'a ramassé et l'a estampillé sur un pansement sur la main du professeur. Kang Ha-ram était maintenant certaine qu'il était le meurtrier qui allait tuer le garçon. Alors, elle a rapidement sorti son téléphone pour filmer le visage du professeur. Pendant ce temps, Black suivait le garçon jusqu'à une zone résidentielle. Le garçon n'est pas entré dans un bâtiment, mais a escaladé un tuyau. Le professeur, voyant le garçon sur sa caméra de sécurité, craignant d'être dénoncé, s'est précipité chez lui. Kang Ha-ram a vu le professeur partir et l'a suivi, appelant immédiatement son patron pour enquêter sur ses antécédents. Il avait un casier judiciaire, une condamnation pour pédophilie et tournage de pornographie enfantine à Paris. Ha-ram a été choquée. Elle s'est précipitée après lui, mais à une intersection à 3 voies, elle a failli se faire renverser par une voiture. Elle a présenté ses excuses abondamment au conducteur. En regardant derrière elle, l'institutrice avait disparu. Elle est allée sur le toit pour avoir une meilleure vue, et l'a finalement aperçu sortir une valise du complexe d'appartements. Elle a appelé le père du garçon, apprenant que le garçon n'était pas à la maison et que le père le cherchait. Kang Ha-ram a confirmé que le garçon était dans la valise de l'institutrice. Alors que l'institutrice chargeait la valise dans sa voiture, Kang Ha-ram l'a confronté, le forçant à freiner brusquement. Elle lui a attrapé la tête, exigeant qu'il révèle la vérité. Il l'a violemment projeté au sol, mais elle a inlassablement grimpé sur le capot de la voiture, le forçant à s'arrêter. Il a réagi en accélérant et en freinant à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle tombe. Malgré ses blessures, elle l'a de nouveau affronté, sa main coincée dans la vitre de la voiture. Il l'a traîné, ses cris pour qu'il s'arrête restant ignorés. Parce que Kang Ha-ram a découvert son terrible secret, il l'a enlevé. Après une courte poursuite, Black est apparu et a arrêté la voiture à main nue, la faisant brutalement tanguer. Le professeur, terrifié par l'imposante présence de Black, a été extrait du véhicule. Black a asséné une série de coups de poing et de coups au professeur, terminant par un coup de pied rapide qui l'a assommé. Kang Ha-ram a ouvert le coffre. Au lieu du garçon, ils ont trouvé une jeune fille. Tous deux furent choqués. Il s'est avéré que le garçon avait essayé de mettre la fille en sécurité, mais sa peur a causé un retard. Au retour du professeur, il a attrapé la fille. Le garçon, terrifié, est tombé de haut. L'incident a attiré l'attention des riverains. Le professeur, voulant rendre la fille inconsciente, s'est heurté à une résistance. Lors d'une lutte, il a accidentellement frappé sa tête contre un cadre de porte. Croyant l'avoir tué, il a mis son corps dans la valise. Le garçon a été emmené à l'hôpital à temps. Black a tout vu. La fille a également été emmenée à l'hôpital. Heureusement,
Ses blessures n'étaient pas graves. Elle était orpheline, vivant avec sa grand-mère, qui souffrait d'une maladie neurologique débilitante, l'empêchant de lui prodiguer des soins appropriés. Le professeur pervers a été arrêté et inculpé. Black, pensant que l'affaire était close, entraîna Kang Haram, l'incitant à rechercher l'âme avec lui. Elle se plaignit de douleur, mais Black la qualifia de feinte. Il grommela à propos de sa main, qu'il tenait. « Yo gars, je suis un enquêteur criminel. »« Yo, nee, je suis de l'organisation. Non, yo, le serreur. » Quel genre d'étudiant masculin tient la main d'une étudiante comme ça? Mais il endura ses réprimandes, car il avait besoin de son aide. Kang Haram insista pour rendre visite au garçon, voulant confirmer si l'ombre sur lui avait disparu. Black, exaspéré par son entêtement, ne put répliquer. Voyant l'ombre disparue, elle poussa un soupir de soulagement, ignorant que ce n'était pas le garçon qu'elle avait sauvé. Le garçon qu'elle avait essayé de sauver était déjà mort, assassiné par son père haineux la nuit précédente, car ce dernier le considérait comme un imbécile. Les personnes ciblées par la faucheuse étaient destinées à mourir quoi qu'il arrive. Kang Haram enquêtait sur un client VIP pour une compagnie d'assurance. Elle n'a trouvé aucune ombre, mais le client est mort plus tard dans un accident de voiture. Enfant, Kang Haram avait vu l'ombre de la faucheuse. Ironiquement, elle était devenue une agente d'assurance de premier plan. Bien qu'elle ait confirmé l'absence d'ombre, la mort du client était troublante. Quelques jours auparavant, elle s'était rendue au domicile de la victime pour enquêter. En voyant une photo d'enfance de la victime, l'ombre de la faucheuse est apparue derrière elle. Il s'est avéré qu'elle connaissait la victime étant enfant. La victime souffrait d'une maladie neurologique et travaillait à l'hôtel pour joindre les deux bouts. Après l'enquête, elle a comparé la photo à un homme ayant effectué une transaction avec la jeune fille, trouvant un extrait du journal de l'enquête du père de Kang Haram, confirmant la transaction. Elle n'aurait jamais pu prédire que cette information mènerait à son meurtre. Le lendemain, le chef de la police a rendu visite au président de la société, car il se souvenait que le président portait une montre similaire à celle d'une vidéo, datant de 10 ans plus tôt. Il a vérifié son propre poignet, mais la montre avait disparu. Il se souvenait distinctement de l'homme dans la vidéo la portant. Le fils aîné du président entra, reconnaissant le chef comme l'ami de son père. Il remarqua la montre au poignet du fils, et s'enquit de la montre papillon de son père. Le fils affirma qu'elle lui appartenait désormais. Le chef fut choqué de découvrir que le fils était l'homme qui avait effectué la transaction avec la jeune fille. Le fils feignit l'ignorance pour éviter les soupçons. Après son départ, le chef contacta la brigade criminelle, affirmant avoir des informations importantes à communiquer. Le chef, absorbé par les preuves, leva les yeux pour voir un camion arriver. Un personnage mystérieux sortit du véhicule, et le chef fut tué. L'individu a utilisé le téléphone du chef, c'est réglé. L'accident n'était pas un accident. La police a trouvé un carnet, une photo et une publicité d'hôtel dans la voiture du chef. Ils ont réprimandé Kang Haram pour avoir confirmé l'absence d'ombre derrière le chef, alors qu'il est mort dans un accident. Elle n'a pas pu l'expliquer, arguant qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un 24/24 et 7/7 pour garantir l'identification du meurtrier. Le vrai meurtrier était l'homme à la montre papillon, qui aimait regarder la vidéo d'une belle femme. La police a ordonné l'arrestation de cette femme, mais son identité et son lien avec le meurtrier sont restés un mystère. C'est l'homme le plus incompétent que j'ai jamais vu. Une belle fille s'est pratiquement jetée sur lui, et il a réagi comme ça. Il ne l'a même pas aidé à se relever, et puis, il l'a traité d'instable. Il lui a calmement dit de suivre Haram, qui a intérieurement grommelé à propos de son manque d'assistance. Voyant qu'elle restait par terre, Black lui a offert une main, mais seulement pour qu'elle puisse s'accrocher à sa veste. Il se souvenait de l'avoir laissé toucher sa poitrine auparavant, mais comme elle n'a pas accepté son aide cette fois, il s'est retourné pour partir. Haram l'a rappelé. Black, devenu un Grim Reaper, voulait seulement utiliser les yeux yin-yang de Kang Haram pour trouver l'âme de son collègue. Haram a demandé pourquoi il enquêtait sur la vieille femme. Elle était suspecte dans une série de meurtres. Haram fut choqué. Mais elle semblait si gentille, expliqua Black. Plus le tueur est impitoyable, plus il a l'air inoffensif. Haram, éclairé, décida d'utiliser ses yeux yin-yang pour aider les gens. Un homme en noir à moto apparut devant la vieille femme. Black demanda à Haram de vérifier s'il y avait des ombres sombres. Elle ne vit rien d'inhabituel. Black lui a dit de se rapprocher.
À y regarder de plus près, elle a vu une ombre sombre. Elle a essayé d'appeler, mais il avait disparu. Ils l'ont poursuivi. Pendant la poursuite, Haram est tombé. Black a été bloqué par les voyous que Han Mugang avait battus plus tôt, l'empêchant d'attraper l'homme. Voulant poursuivre la silhouette obscure, Black les a combattus, mais lorsqu'il en eut fini, l'homme avait depuis longtemps disparu. Plus tard, Black est entré dans un restaurant et a vu la sœur, Jae-jun, avec un homme qui la regardait intensément. Croyant que c'était Yi-jun, Black a crié « Tu oses me faire ça ?» Il s'est avéré que c'était un malentendu. Haram est arrivé. Black lui a demandé de vérifier s'il y avait des ombres. Elle a nié en avoir vu. Il a insisté pour qu'elle regarde de plus près. Elle a regardé le casque de l'homme et a réalisé que Black l'avait pris pour l'homme en noir. Black, réalisant son erreur, est parti rapidement. Ils se sont assis pour manger. Haram voulait que Black goûte le ragoût. Il était délicieux. Il refusa la viande savoureuse. Alors, Haram la mangea elle-même. Voyant son plaisir, Black lui prit le menton et essuya le ragoût de ses lèvres avec son pouce. Des étudiantes à proximité ont admiré ses actions. Black allait utiliser une serviette, mais a changé Davis, voulant le goûter lui-même. Haram était gêné, mais Black, captivé par la saveur, a mangé directement sur ses lèvres. Une étudiante a demandé à la sœur de Yi-jun pourquoi l'homme à moto lui avait donné de l'argent. Cela a attiré l'attention de Black. La sœur de Yi-jun détestait l'homme à la télévision. Il était le patron de son frère et elle le trouvait méprisable. Elle a dit qu'il avait harcelé son frère jusqu'au suicide. Black regardait l'homme à la télévision, pensant que Yi-jun chercherait sûrement à se venger, et qu'il était entré dans le corps de quelqu'un pour le faire. Black a décidé de retrouver son ami, le Grim Reaper Yi-jun, quoi qu'il arrive. C'était une fête d'Halloween somptueuse. Les participants étaient soit riches, soit influents. Kang Haram, très maquillée, était présente pour veiller à la sécurité de son client Vi. Et, alors qu'elle prenait des photos avec son patron, Black est arrivé. Elle a été surprise de voir Han Mugang, incroyablement beau et sophistiqué. Black savait que l'idole Ryo était là, et que Yi-jun serait probablement présent pour se venger. Alors qu'il observait les suspects potentiels, un homme masqué s'est approché de Black et lui a volé son téléphone. Même une faucheuse comme lui n'a rien remarqué d'inhabituel. La petite amie de Han Mugang a reçu un appel. Un mystérieux personnage a utilisé le téléphone de Black pour la contacter. Elle a été surprise que la voix ne soit pas celle de son petit ami. L'appelant a dit « Yega, si vous voulez sauver votre petit ami, venez ici. » Yo! L'idole était arrivée. Bientôt, la fête a officiellement commencé. Black observait Deno. La petite amie de Han Mugang, Su-won, s'est approchée de lui. Aucun des deux ne savait qu'il était surveillé. Su-won a expliqué que son petit ami partait pour les États-Unis pour poursuivre ses études, et qu'il était venu lui dire au revoir. Elle l'a embrassé. Haram a ressenti une pointe de jalousie, mais Black a repoussé Su-won. Il était à Han Mugang. Il était un Grim Reaper. Soudain, quelqu'un a déclenché un disjoncteur. Les lumières se sont éteintes. Black a vu Yuan partir. Haram, découragé, est resté immobile. Quelqu'un est entré en collision avec elle. Son don l'a alerté que cette personne allait mourir, mais les ténèbres l'ont empêché de l'identifier. Le pouvoir est revenu, et la fête a repris. Elle voulait retrouver cette personne. Black n'a pas pu retrouver la femme, et a enquêté. Un homme masqué est entré en collision avec lui. Black a remarqué que l'homme était blessé, et l'a soupçonné d'être celui qui l'avait attaqué plus tôt. Il l'a poursuivi bloquant même un camion, mais la personne qu'il cherchait n'était pas à l'intérieur. L'homme s'est échappé. Black l'a poursuivi pour découvrir qu'il était en train de chasser la petite amie de Han Mugang. Elle était sa cible. Alors qu'il traversait le tunnel, inopinément, Black a suivi la canalisation et a grimpé sur la voiture. Le chauffeur a rapidement viré pour le déséquilibrer, mais Black s'est accroché fermement et s'est assis calmement sur le toit, donnant un coup de poing dans le pare-brise, créant un grand trou. Il a attrapé le volant, mais l'autre homme a riposté. Voyant que cela était inefficace, l'homme a eu recours au poing. La petite amie de Han Mugang a tout vu. Black déboucla sa ceinture, saisit la tête de l'homme et la fracassa contre le volant. En un éclair, l'homme se dégagea et freina brutalement. Black fut projeté par l'inertie, mais il sortit indemne. Toujours furieux, il se jeta sur l'homme
mais fut pris en embuscade. Black fut roué de coups jusqu'à ce qu'il crache le sang. « Un simple mortel ose m'attaquer, grogna-t-il, puis il se jeta sur l'homme, s'engageant dans un combat. L'homme ne faisait pas le poids face à la faucheuse, il fut rapidement vaincu. Black piétina le visage de l'homme, mais celui-ci utilisa secrètement un couteau pour lui lacérer la jambe, puis le poignarda dans le ventre. Profitant de l'occasion, il poussa Black par-dessus la balustrade, le précipitant du pont. Le sang de Han Mugang jaillissait de son abdomen. Sa petite amie fut capturée par l'assassin. Black ouvrit les yeux et découvrit qu'il ne pouvait quitter le corps de Han Mugang. Plus tard, dans les toilettes de la fête, il se demanda pourquoi il ne pouvait pas quitter ce corps. Il sortit le couteau. À ce moment-là, Kang Aram entra. Ne voulant pas qu'elle le voie lutter, Black la repoussa. Kang Aram a dit qu'elle venait de voir une ombre sombre et voulait aider Black à trouver la personne. « Attends dehors. Je vais sortir bientôt, » dit Black. Il s'est nettoyé et est sorti, emmenant Kang Aram avec lui. Ensuite, le cœur de Kang Aram s'est emballé. Elle avait vu quelqu'un embrasser Han Mugang à la fête. De retour à la maison, Black a demandé à son supérieur « Pourquoi ne puis-je pas quitter ce corps après avoir été poignardé et être tombé à l'eau ?» Le directeur général connaissait la vérité. Ce Grim Reaper était le vrai voisin de Kang Aram, et le corps appartenait à son jeune frère. Parce qu'il ne trouvait pas son propre corps, la faucheuse avait oublié qui il était. Mais l'MJ ne le dirait pas à Black, se contentant de dire qu'il ne savait pas non plus. L'assassin a emmené la petite amie de Han Mugang dans un vieil entrepôt et l'a brutalement battue. Le mystérieux individu portant une montre papillon voulait que l'assassin trouve Black. Les vivants doivent voir les vivants, les morts doivent voir le cadavre. Le lendemain, Black, impeccablement vêtu, est sorti à la recherche de Kang Aram, pour découvrir qu'il ne pouvait plus se téléporter instantanément. Il se souvint des paroles du MJ concernant un effet secondaire. Il se pourrait que tu ne puisses plus te téléporter à volonté. Incapable de se téléporter. Pourquoi? Tu rêves parce que tu deviens humain, et les humains ne peuvent pas se téléporter. L'assassin en face regarda avec étonnement, le voyant vivant. Incapable de se téléporter, Black marcha jusqu'à la maison de Kang Aram. Il trouva une clé dans sa poche et réalisa qu'il devait trouver la voiture de Han Mugang pour aller voir Kang Aram. Après un moment, il trouva enfin un moyen de transport humain, monta rapidement dedans et alla chercher Kang Aram. Il pensait savoir conduire, mais il lui fallut un moment pour simplement ouvrir la voiture avec la clé. Puis, le garçon retira les lunettes de soleil de la fille. Elle a eu une vision. Il va mourir. Kang Aram était terrifié et ne savait que faire. Le garçon a regardé sa montre et a dit qu'il était en retard, partant rapidement. Kang Aram voulait le poursuivre et lui parler de l'ombre sombre, mais elle a remarqué des ombres sombres derrière chaque élève. Cela signifiait qu'ils allaient tous mourir. Le garçon a demandé à Kang Aram si elle se sentait mal à l'aise quelque part, mais elle lui a juste pris la main et a dit « Ne va pas au cinéma demain ». Le garçon a demandé « Quel film ?»« Demain ». Kang Aram a compris qu'il allait être en danger le lendemain et l'a supplié de ne pas y aller. Un autre élève l'a supplié « Yogi, ne sois pas en retard, n'y va pas, yo ». Le garçon a ignoré Kang Aram. Ses parents n'étant pas riches, ils ont vendu leurs alliances pour lui acheter des billets de cinéma afin qu'il puisse être avec ses amis. Cela a cependant conduit à leur séparation, entre la vie et la mort. Comme Kang Aram l'avait prédit, le cinéma s'est effondré le lendemain et les 300 élèves ont péri. Ses parents se sont précipités sur les lieux, demandant si le nom de leur fils figurait sur la liste des morts. Étonnamment, il n'y était pas. Ils poussèrent un soupir de soulagement, mais avant que leur joie ne s'installe, un policier sortit une boîte d'un coin et leur demanda d'identifier s'il s'agissait de la main de leur fils. Lorsque le père ouvrit la boîte, la mère ne put le supporter. À l'intérieur se trouvait la main de leur fils, portant l'alliance de la mère qu'il avait récemment récupérée. Plus tard, les parents des étudiants décédés se rendirent au gouvernement pour exiger une enquête sur la mort tragique des 300 étudiants. Cependant, le responsable principal n'était pas là. Il serait mort dans un accident de la route. L'affaire en resta là. Des années plus tard, Kang Aram rencontra accidentellement un vieil homme. Elle sentit qu'il serait tué par le porteur de la montre papillon, sans savoir qui était le père du garçon de l'incident du théâtre. Plus tard, au bureau du président, un incident similaire s'est produit. Kang Aram a rencontré le président,
Sentant sa mort imminente aux mains de l'assassin à la montre papillon, qui allait probablement lui retirer son tube respiratoire. Pour trouver le tueur, elle a emmené Black au domicile du vieil homme. Kang Haram a trouvé une photographie sur la table et a découvert que le vieil homme était le père du garçon. Ils ont ensuite cherché son ami proche, se renseignant sur ses récentes rencontres avec lui. L'ami a déclaré ne pas l'avoir vu depuis l'effondrement du cinéma, il y a 15 ans. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez lui? Pas que je sache, a répondu l'ami. Black a délibérément fait tomber une tasse par terre, près des pieds de son ami. L'ami a rapidement enlevé ses chaussures et changé ses chaussettes. Black l'a accusé de mentir, soulignant que ses empreintes de chaussures correspondaient à celles retrouvées chez le vieil homme. Kang Haram s'est rendu compte que l'ami connaissait le père de son patron, ce qui le rendait suspect. Ils ont attendu dehors, le voyant finalement partir, et l'ont suivi jusqu'à une villa pour déterminer s'il était le meurtrier, et voir s'il possédait la montre papillon. Black a dit à Kang Haram d'attendre dans la voiture pendant qu'il enquêtait. À l'intérieur, Black a examiné attentivement la pièce, finissant par trouver la montre papillon dans un placard. Mais est-il vraiment le meurtrier? Je n'ai jamais vu une faucheuse aussi propre. Black s'est battu avec les mouches dans la maison du suspect, renversant accidentellement les preuves, attestant du détournement de fonds d'aide par le suspect. Kang Haram les a vérifiés. Elle a soupçonné que c'était le document que le vieil homme avait passé longtemps à chercher, ce qui a motivé le meurtre. Ils l'ont arrêté et sont allés à l'hôpital pour confirmer si le vieil homme était le tueur à la montre papillon. Black a vu un camion, celui que conduisait le vieil homme. Après que Kang Haram soit entré, Black a vu le vieil homme sortir, suivi de 2 faucheuses. Il s'est souvenu de l'attaque chez le vieil homme après la découverte de Black. Black l'avait maîtrisé. Black lui a demandé si la montre était la sienne. Le vieil homme a avoué l'avoir volée. Il s'était introduit par effraction dans la maison du père du garçon pour voler la montre de luxe, tentant ainsi de trouver le véritable coupable. Black a suivi le vieil homme en voiture, tandis que Kang Haram a vu une ombre sombre près du président et a pressenti sa mort imminente aux mains du tueur à la montre papillon. Elle a touché l'ombre, réalisant que le vieil homme n'était pas le meurtrier. Sinon, le père du garçon pouvait être tué à tout moment. Kang Haram a vérifié les images des caméras de sécurité, notant que les vêtements de l'homme correspondaient à ceux de la personne contre laquelle elle s'était heurtée la veille. Black a suivi le père du garçon jusqu'à un entrepôt, assistant à un enlèvement en présence de 2 faucheurs. Black s'est souvenu des paroles de Kang Haram de la nuit précédente. J'ai vu une ombre sombre lorsque les lumières se sont éteintes. Il semblait que la personne avait été kidnappée, attachée à une chaise, et le lieu a explosé. Kang Haram avait croisé cette personne. À côté du vieil homme se trouvait un tas d'explosifs. Black a suivi l'homme, mais il a été découvert. Se rendant compte que Black était un policier, l'homme a soupçonné une trahison. Cependant, une faucheuse ne peut supporter qu'un humain la menace avec un couteau. Black plaqua rapidement l'homme contre le mur et le mit à terre. Il vit la montre papillon tomber par terre. Kang Haram alla voir la mère du garçon et vit aussi une ombre sombre. Elle allait la toucher, mais le docteur emmena la mère pour un examen, renversant accidentellement un cadre photo sur la table. Kang Haram s'assit pour l'examiner et vit une photo de l'ancien propriétaire du cinéma, datant d'il y a des années. Black demanda à qui appartenait la montre. L'homme dit que c'était la montre du fils du propriétaire du cinéma, portée par le meurtrier. La personne portant la montre était-elle vraiment l'auteur de ce crime odieux? La fille a vu une ombre sombre derrière les élèves, et le lendemain, le cinéma s'est effondré, tuant les 300 élèves. Leurs parents ont pleuré, exigeant justice pour leurs enfants. Mais le propriétaire du cinéma est mort dans un accident de la route. La mère d'un élève, pensant que le propriétaire du cinéma simulait sa mort pour échapper aux punitions, car les autorités ignoraient l'affaire, a accepté l'argent de compensation et est partie à l'étranger. Pour le retrouver, elle a été insultée par les autres et s'est assise au bord de la route en mangeant du pain, cherchant quelqu'un ressemblant au propriétaire du cinéma, toujours déçue. Elle est ensuite devenue femme de ménage pour la seconde épouse du propriétaire, pensant qu'il finirait par venir. Après de nombreuses tentatives, elle a finalement attendu le jour, prenant des photos comme preuve. 15 ans plus tard, le père d'une victime a enlevé son fils, mais a été arrêté par Black. Il a raconté les événements des 15 dernières années, révélant que les explosifs sur la table étaient factices. Il a diffusé l'enlèvement pour attirer le propriétaire du cinéma au grand jour. Black a accepté son plan.
Voyant Black sur ses gardes, il l'a électrocuté. Il est ensuite apparu sur les écrans de la ville, révélant la survie du propriétaire du cinéma. Kang Haram a également vu cela. Ils ont cherché l'endroit où le fils du propriétaire du cinéma avait été enlevé. Kang Haram a raconté à son supérieur la scène dont elle avait été témoin. Il a déduit l'emplacement grâce à l'absence de circulation sur une route voisine, ce qui les a conduits à un entrepôt. Le père de la victime, attendant le propriétaire du cinéma, a actionné le détonateur. Le mystérieux coupable a également actionné le détonateur. Voyant Kang Haram en danger, le propriétaire du cinéma s'est précipité pour la protéger, mais a été touché par des chutes de verre. Un grand incendie s'est déclaré. Ils se sont réveillés plus tard. Kang Haram s'est souvenu du danger que courait le garçon, et la jambe de son supérieur était coincée sous les décombres. Black s'est également réveillé pour constater que l'endroit avait explosé. Kang Haram a couru vers le garçon, le trouvant sans vie. En lui retirant sa capuche, elle découvrit que c'était la mère de la victime. Le père de la victime était désemparé. Les explosifs étaient factices. Alors, comment ont-ils pu exploser? Il s'est avéré que le mystérieux coupable avait orchestré la supercherie, échangeant la mère de la victime avec son fils. Il a tué la mère et l'a montré au père, qui était rempli de regrets en voyant sa femme morte. La police est arrivée, lui braquant ses armes. Il ne souhaitait plus vivre. Avant de mourir, il plaça une photo du fils du propriétaire du cinéma dans la main de Black. Black, se tenant en hauteur, annonça la survie du propriétaire du cinéma. Son image se répandit à travers le pays. Il avait simulé sa mort. Le gouvernement lança un mandat d'arrêt contre lui. Les esprits des parents de la victime s'inclinèrent devant Black en signe de gratitude avant de descendre aux enfers. Le propriétaire du cinéma, tentant de s'enfuir, fut tué par le mystérieux coupable. Han Mu Gang a vu deux messagers des enfers suivre Yan Hai. Alors que Haram s'apprêtait à partir, Mu Gang l'a embrassé. Haram était confuse. Mu Gang pensait ne pas pouvoir la laisser interférer avec le travail de son collègue. Après le départ de Yan Hai, Mu Gang l'a lâché. Haram a vu une ombre noire mortelle derrière une fille. Elle s'est approchée de la fumée noire. La fille avait été portée et jetée d'un immeuble, s'étant suicidée. La mère de la fille est arrivée. Haram a touché la fumée noire. C'est la mère qui avait jeté sa fille à sa mort. Cela a laissé Mu Gang impuissant. Yan Hai a réalisé que Haram était une employée de Man. Elle a raconté à Hazam comment Mansu l'avait agressée sexuellement à Halloween. Hazam a immédiatement confronté son patron, giflant et réprimandant Mansu pour avoir violé Yan Hai. À ce moment-là, Mansu a vu un reportage à son sujet agressant une femme, le laissant complètement désemparé. Hazam a essayé de l'amener au poste de police, mais Mansu a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas fait. De retour à son entreprise, Mansu a fait face à une foule de journalistes. Il a publiquement déclaré Yan Hai menteuse et a juré de la faire payer. Pendant ce temps, la fille de Yan Hai était victime de harcèlement scolaire, traitée d'esprit renard, la réduisant en larmes. Yan Hai a réconforté sa fille, lui disant qu'elles étaient toutes les deux des esprits renards ensemble. Elle a ensuite confronté le garçon qui avait harcelé sa fille et l'a fait s'excuser. La mère du garçon est arrivée, poussant Yan Hai au sol et l'accusant d'être une menteuse perfide qui avait inventé l'accusation d'agression sexuelle. Elle a ricané en disant que même un chien passant dans la rue se moquerait de Yan Hai. Alors que la mère se retournait pour partir, Yan Hai lui attrapa les cheveux, déclenchant une bagarre. La fille de Yan Hai courut vers Mu Gang, le suppliant de sauver sa mère, lui offrant même sa seule sucette. Cependant, le cruel Mu Gang refusa d'aider. Un avocat s'approcha alors de Yan Hai avec un accord amiable, 10 milliards de wons en échange de sa signature. L'accord exigeait qu'elle admette avoir séduit Mansu et que ses blessures étaient auto-infligées. Yan Hai refusa de compromettre la vérité et insista pour laver son honneur par le biais des médias et de la presse. L'avocat la menaça d'emprisonnement et utilisa même sa fille comme levier. À l'insu de Yan Hai, sa fille avait entendu toute la conversation. Le lendemain, la petite fille supplia Mansu d'épargner sa mère de la prison. Elle signa même l'accord de règlement de son propre nom, mais Mansu resta impassible, ignorant l'offre de l'avocat. Il appela l'avocat avec colère, le réprimandant pour son approche non autorisée. Il chercha ensuite ses amis présents à la fête d'Halloween, mais ceux-ci confirmèrent l'avoir vu entrer dans la chambre de Yan Hai cette nuit-là. Mansu interrogea ensuite Liu,
qui affirma avoir vu Yan Hai sauter du dernier étage de la maison, atterrissant blessé dans le jardin. Il se souvenait vaguement avoir vu quelqu'un à l'étage couvert de peinture verte fluorescente. Mansu. Incapable de laver son nom, Yan Hai laissa un message de démenti sur le toit avant de se préparer à sauter avec sa fille. Qu'est-ce qui l'a poussé à cet acte désespéré? Quelques jours plus tôt, elle avait été contrainte à un jeu sexuel par un homme riche, ce qui lui avait causé des blessures suite à une chute. Elle a cherché justice par les médias, mais n'a rencontré que mépris et ridicule public. Des gens lui ont jeté des œufs, la traitant de renard et l'accusant de dénoncer faussement l'homme riche pour de l'argent. Ce manque de soutien public l'a poussé au bord du gouffre. Azam et Mansu sont arrivés juste à temps. Mansu s'est agenouillé devant Yan Hai, confessant l'avoir contrainte et la suppliant de ne pas sauter. Il a promis de se livrer à la justice. L'ombre sombre du désespoir derrière Yan Hai a disparu. Azam a tout vu. Yan Hai a remarqué la blessure au cou de Mansu. Ce n'était pas lui. L'homme qui l'a agressé n'était pas Mansu. Elle avait laissé une marque au cou de son agresseur, mais du côté droit. Mansu a réalisé, dans son état d'ivresse, qu'il ne l'avait pas fait. Quelqu'un d'autre l'avait fait, et cette personne avait menti. À ce moment-là, Azam a vu l'ombre noire mortelle réapparaître derrière Yan Hai et Mansu. Cela signifiait qu'ils allaient tous les deux mourir. Alors, Azam a touché la fumée noire. Mansu lui prit la main et lui demanda de s'occuper de Yan Hai pendant qu'il allait chercher la vérité. Azam mena ensuite Yan Hai au poste de police, pensant que c'était la seule façon de la protéger. Azam demanda à Mugang de protéger Mansu, car elle avait vu l'ombre de la mort derrière lui. Elle a aussi dit à Mugang que Mansu avait été pendu par un personnage mystérieux, et que le majeur de ce personnage avait été mordu par un chien. À ce moment-là, Yan Hai a eu une crise d'asthme et a supplié Azam de la laisser rentrer chez elle pour prendre ses médicaments. Azam se souvint de la tentative de suicide de Yan Hai à la maison, alors elle décida d'aller chercher ses médicaments. Pendant ce temps, le personnage mystérieux utilisait une corde pour étrangler Mansu et le pendre. À son insu, deux faucheurs et Mugang ont tout vu. Dans quelques instants, Mansu cesserait de respirer. Mugang ne pouvait que regarder, car, en tant que faucheur, il ne pouvait pas interférer avec la vie et la mort des humains. Pensant avoir réussi, le personnage mystérieux se retourna pour partir, mais Mugang lui barra le passage. Une bagarre s'ensuivit. Mugang observa bien l'attaquant et réalisa que ce n'était pas le personnage mystérieux aux doigts manquants. Il jeta un coup d'œil à une saucisse à proximité et comprit que Azam avait confondu l'attaquant. L'agresseur a profité d'une ouverture, a roué Mugang de coups de pied jusqu'à terre et a rapidement fui. Mugang a tenté de le poursuivre, mais Mansu l'a attrapé par la cheville, le suppliant à l'aide. Ce n'est qu'alors que Mugang réalisa que Mansu était encore en vie. Les deux faucheurs sur le lit riaient de bon cœur. Pendant ce temps, Azam cherchait des médicaments chez Yan Hai, lorsqu'un personnage mystérieux est apparu derrière elle. Azam a senti quelque chose, mais il était trop tard. Le personnage l'a étranglée avec une corde et elle a rapidement perdu connaissance. Le personnage l'a traînée par les pieds et l'a jetée dans la baignoire. Il prit un couteau, se préparant à simuler son suicide. Heureusement, Azam reprit connaissance juste à temps. Elle attrapa la pomme de douche et frappa l'individu, le blessant. Puis, elle ouvrit l'eau chaude et la lui jeta directement au visage. Cependant, l'individu réussit malgré tout à la maintenir sous l'eau. Après quelques minutes de lutte, Azam s'évanouit d'épuisement. Juste à ce moment-là, Yan Hai arriva à la maison et frappa à nouveau l'agresseur avec la pomme de douche. Elle aida Azam à sortir de l'eau. Il s'est avéré qu'après le départ de Azam du poste de police, Mugang, ne voulant pas l'avoir impliqué dans des affaires de faucheurs, avait libéré Yan Hai et sa mère. Azam s'est réveillé mais l'agresseur a poussé Yan Hai et a pris la fuite. Sentant qu'elles étaient toujours en danger, Azam a emmené Yan Hai chez Mugang. Yan Hai a mentionné que l'homme qui l'avait agressé sentait l'armoise. Azam s'est souvenu qu'O-Sang-min, le neveu d'O, avait la même odeur. Azam s'est rendu dans la chambre d'hôpital de Sang-min et a vu des égratignures sur son cou, probablement faites par des ongles. Elle a réalisé que Sang-min était responsable de tout. Elle s'est préparée à le dénoncer. Pendant ce temps, Mugang rentra chez lui et découvrit que son orbe d'âme avait disparu. Il appela Azam pour la questionner. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant » demanda-t-elle. « Je suis dans la chambre d'hôpital de mon patron. »
J'ai attrapé l'agresseur de Yan Ai. C'est incroyable. Puis Mugang entendit Ha Zam crier, réalisant qu'elle était en danger. Il a utilisé sa capacité de téléportation pour arriver dans la chambre d'hôpital. Il a trouvé le téléphone de Ha Zam par terre, mais elle était partie. Song Min avait emmené Ha Zam. Il a ensuite appelé son père à l'aide, révélant que la manipulation de Mansu avait été orchestrée par son père. Mugang a retrouvé le numéro de plaque d'immatriculation de Song Min grâce aux caméras de surveillance et ses sœurs, rendues au poste de police, demandant à ses collègues de vérifier toutes les images de surveillance des rues. Ils ont finalement localisé la voiture de Song Min. Song Min attendait toujours son père. Il a vu une voiture approcher et a supposé que c'était son père. Cependant, à y regarder de plus près, il a réalisé que c'était Mugang. Il s'est immédiatement enfui en courant. Mugang poursuivit rapidement. Song Min slaloma entre les obstacles alors qu'une course-poursuite tendue s'ensuivait. Mugang essaya de le rattraper, mais Song Min le bloquait continuellement. Voyant cela, Mugang a eu recours à percuter l'arrière de la voiture de Song Min. Après quelques collisions, le coffre de la voiture de Song Min s'ouvrit soudainement. Mugang vit Ha Zam à l'intérieur. Inquiet pour sa sécurité, il cessa de percuter la voiture. Mugang accéléra, roulant aux côtés de Song Min, lui faisant signe de s'arrêter. Mais Song Min ignorera, alors Mugang continua de percuter sa voiture. Quelques instants plus tard, un obstacle apparut. Mugang freina brusquement, mais la voiture de Song Min percuta un rocher, projetant Ha Zam du coffre. Song Min continua sa conduite imprudente, laissant Ha Zam derrière lui. Mugang se précipita auprès de Ha Zam, appelant son nom à plusieurs reprises, essayant de la réveiller. Pendant ce temps, Sam Mei ramassait une clé anglaise à proximité. Finalement, Ha Zam reprit connaissance, et Mugang poussa un soupir de soulagement. Mais juste à ce moment, Song Min, enragé, s'approcha de façon menaçante. Il a saisi la clé anglaise et a frappé Mugang à la tête. Puis, ramassant une barre d'acier par terre, il a crié « Tu oses me défier? Sais-tu qui je suis ?» Il s'est jeté sur Mugang. Zam a protégé Mugang. Dans un moment décisif, Mugang a saisi la barre d'acier. À ce moment-là, Song Min a entendu des sirènes de police et a réalisé qu'il était pris au piège. Le messager de l'enfer était inconscient. Peu après, Song Min a été emmené pour un interrogatoire. Il a prétendu avoir été ivre la nuit d'Halloween et ne se souvient de rien concernant l'agression de la femme. Il a affirmé avoir frappé Mugang en légitime défense. Son avocat a présenté les dossiers psychiatriques de Song Min, arguant qu'il était mentalement instable. De plus, Song Min était mineur et primo-délinquant, et son père avait des relations avec le gouvernement et des personnalités influentes. En conséquence, Song Min n'a été condamné qu'à 1 an de probation en Corée du Sud, avec interdiction de quitter le pays. Ce soir-là, Mansu est rentré chez lui à la recherche de son chien adoré. 2 gardes du corps sont apparus et l'ont emmené auprès de son frère aîné. Son frère a apporté le chien de Mansu et a menacé de le tuer devant lui. Mansu s'agenouilla, suppliant son frère de pardonner le chien. « Avait tort, frappez-moi plutôt. » Son frère le battit brutalement. Le chien, tentant de protéger Mansu, mordit son frère. Le frère secoua rapidement le chien, puis le tua à coups de club de golf. Depuis la mort de la mère de Mansu, le chien avait été son seul réconfort. Son frère produisit ensuite un document renonçant aux droits successoraux de Mansu à la Wangus Corporation et força Mansu à y apposer son empreinte digitale. Pendant ce temps, Song Min regardait des vidéos colorées. Le lendemain, il s'est réveillé dans le hall d'un aéroport, son passeport à la main. Des citoyens coréens autour de lui ont commencé à le prendre en photo avec leur téléphone. Cherchant frénétiquement son téléphone, il a fouillé sa valise, faisant tomber accidentellement un sachet de poudre blanche. Les gens ont immédiatement reconnu ce que c'était. Héritier de la Wangus Corporation, Song Min n'avait toujours pas saisi la gravité de la situation. Des reportages ont fait état de la grande quantité de poudre blanche retrouvée dans sa valise. Peu après, la police a arrêté Song Min. Il s'est avéré que Mugang avait tout vu la nuit précédente. Il s'est ensuite introduit dans la chambre de Song Min. Le pays était indulgent avec les mineurs, surtout les riches. Pendant que Song Min dormait profondément, Mugang a trouvé le passeport et la poudre blanche, les a emportés dans le hall de l'aéroport,
a mis un masque et est parti avec un style élégant. Pendant ce temps, la zone de Mujin où se trouvait autrefois le théâtre effondré était en cours de réaménagement en immeuble de grande hauteur. Lors des travaux de construction, ils ont mis au jour un corps. Le collègue de Mugang, également un messager de l'Enfer, s'est soudainement dissous en fumée noire. Mais quel lien ce messager de l'Enfer avait-il avec le corps trouvé sur le chantier? Sur le chantier, une pelleteuse a heurté quelque chose sous terre et s'est arrêtée brusquement. 2 ouvriers ont prudemment investigué, pour finalement découvrir un autre corps, les laissant terrifiés et incertains de quoi faire. Simultanément, la fumée noire enveloppait le collègue messager de l'Enfer de Mugang. Lui aussi était déconcerté par ce qui se passait. Quelques instants plus tard, il se transforma en une forme différente. « Pourquoi ai-je soudainement changé comme ça ?» se demanda-t-il. L'officier Park expliqua que lorsque le corps est retrouvé, le messager revient à sa forme originale. Le corps appartenait à un étudiant nommé Zudong, mort dans l'effondrement du théâtre Mujin il y a des années. « Zudong, oh Zudong mon mari, que dois-je faire ?» s'écria-t-elle. Suite à cela, des gens ont manifesté devant la Wangis Corporation, s'opposant à leur projet de développement de l'ancien site du théâtre, le croyant maudit. Cela inquiéta le président Oh Man-ho de Wangis. Pendant ce temps, Hazam rentra chez elle et trouva sa mère qui l'attendait. Sa mère lui demanda si elle avait vu l'ombre de la mort sur son beau-père. Hazam confirma l'avoir vu, mais elle ne voulait pas sauver son beau-père violent. Sa mère expliqua que son beau-père ne pouvait pas mourir, car le jeune frère de Hazam avait besoin d'une greffe de moelle osseuse de sa part. Il y avait eu de l'argent pour l'opération, mais son beau-père l'avait tout perdu au jeu. Toujours rancunière, Hazam insista qu'elle ne le sauverait pas. Face au refus de sa fille, sa mère resta silencieuse. Plus tard, à la maison, Hazam allait manger quand, regardant le jaune d'œuf dans son bol, elle se souvint de son frère innocent. Elle décida de sauver son beau-père. Portant des lunettes de soleil, elle alla à l'hôpital, puis les retira. Comme prévu, l'ombre de la mort apparut sur son frère. Elle trouva son beau-père, mais juste au moment où elle tendit la main pour toucher l'ombre, il partit en voiture. Jim appela un taxi et le poursuivit. Cependant, son beau-père est allé emprunter plus d'argent à des usuriers, devenant leur homme de course. En le suivant, Hazam a vu l'ombre de la mort apparaître derrière les usuriers. Incertaine de ce qui allait se passer, elle fut surprise de voir Mugang là. Ils ont poursuivi le groupe en voiture. En chemin, ils ont rencontré le chef de la brigade criminelle qui a sorti Mugang de la voiture. Hazam a poursuivi seul. Les usuriers, engagés par Omanho de Wanges, se sont affrontés avec des citoyens qui protestaient contre le développement. Hazam a vu les ombres de la mort ramper sur le groupe. Elle a essayé d'intervenir, mais elle a été poussée au sol. Elle a senti qu'il allait mourir dans un incendie. Puis elle a vu son beau-père et a réalisé qu'il était mort en sauvant un enfant. Mugang est arrivé et a vu des faucheurs d'âmes se tenir près du groupe. Il s'est précipité pour protéger Hazam. Un homme plus âgé est entré dans une cabane de fortune. À l'insu de tous, un personnage mystérieux a répandu de l'essence autour, allumé un morceau de papier et l'a jeté sur l'essence. La cabane a pris feu, et l'incendiaire s'est enfui sans être remarqué. Voyant la fumée épaisse, Hazam courut vers elle. Le chef de la brigade criminelle tira un coup de semonce en l'air. À cet instant, le groupe de voyous et les villageois cessèrent de se battre. Hazam courut vers la maison de fortune. Elle trouva la porte principale fermée à cadenas. « Qui a fait ça? Que dois-je faire? C'est tellement embêtant !» s'écria-t-elle. « Y a-t-il quelqu'un ?» Un homme âgé a brisé la fenêtre. Hazam a regardé à l'intérieur et a vu les enfants. Ils étaient couverts d'ombres noires mortelles. Juste à ce moment, Mugang a vu de la fumée s'élever au loin et s'est précipité. Hazam a essayé de briser la serrure avec une pierre, mais ce fut inutile. Mugang a vu la maison de fortune couverte de messagers collecteurs d'âmes. « Viens m'aider. »« Aidez-moi » supplia-t-il le vieil homme. « Mais vous êtes aussi la faucheuse. Vous ne pouvez pas intervenir dans les affaires humaines. Si vous le faites, vous serez banni au 18e niveau des enfers et bouilli dans un chaudron d'huile, » répondit l'homme. Mugang se souvint de ce que le père de Sun Chun lui avait dit. « Comment appelle-t-on les enfants qui perdent leurs parents? Ah, on les appelle des orphelins. Mais comment appelle-t-on les parents qui perdent leurs enfants? On ne les appelle pas, c'est trop terrible. » Ce n'est rien du tout. Alors,
il a décidé de sauver les enfants. Il a repoussé Haram et a utilisé toute sa force pour plier les barreaux de la fenêtre. Un par un, il a sorti les enfants. À ce moment-là, le capitaine de police et les parents sont arrivés. Le capitaine a tiré sur la serrure de la porte, et plusieurs autres enfants ont été sauvés juste à temps. Hazam s'est précipité dans la maison de fortune en feu. Mu Gang l'a suivi à l'intérieur. Il prit un enfant dans ses bras, certain qu'il s'agissait du garçon que son beau-père voulait sauver. Puis, Mu Gang emmena Hazam en sécurité. Après l'incident, Hazam remercia son beau-père d'avoir sauvé son frère. Pendant ce temps, Oh Man-ho appela la personne mystérieuse et lui demanda pourquoi elle avait verrouillé la porte. « Je voulais juste les faire peur », répondit la personne. « Il semble que le cerveau derrière tout cela joue un jeu. Je suis vraiment désolé. Qui a verrouillé la porte et les a mis en danger de mort ?» demanda Man-ho. Lorsque Hazam arriva à la salle d'opération de son frère, elle fut soulagée de voir que les ombres noires avaient disparu. Plus tard, la fillette rentra de l'école et fut choquée de voir une épaisse fumée noire s'élever derrière son père. Elle tendit la main et toucha la fumée noire mortelle, réalisant que son père avait été poussé du haut d'un immeuble par un assassin ayant un tatouage d'araignée sur la main. Ce soir-là, le père de Hazam se battit contre l'assassin pour sauver le garçon. Il maîtrisa rapidement l'assassin, mais alors qu'il s'apprêtait à l'emmener au poste de police, l'assassin l'attaqua soudainement par derrière et mit brutalement fin à ses jours. Puis, il jeta le corps du haut de l'immeuble. Le lendemain matin, la petite Hazam vit le corps de son père sur les lieux du crime. Elle a reconnu l'homme âgé, le tatouage sur le dos de sa main, comme étant l'assassin de son père. Quand elle a prévenu la police, l'assassin avait déjà disparu. De retour chez lui, réalisant que Hazam avait reconnu son tatouage d'araignée, il l'a effacé à l'aide d'un fer chaud. 20 ans plus tard, Hazam rendait visite à la belle-sœur de l'assassin. Elle a vu la fumée noire s'élever derrière la femme et l'a touchée, réalisant qu'elle allait être assassinée par son beau-frère. « Je t'ai dit que mon beau-frère est mort », a crié Hazam en tirant la femme vers elle. « Il va te tuer. » Puis, « Ah, Penay, en moi, el siwesber horror, Jonaban, Arbin, a père, un viande a surpassé wipe, aïch, aus. » Ne sachant quoi faire d'autre, la femme a appelé la police. « Il y a un tueur en série sur le point de commettre un crime ici », leur a-t-elle dit. À ce moment-là, un camion frigorifique est passé. Hazam a senti que le tueur était dans la maison de la femme. Elle a déplacé une chaise et est montée dessus. En entrant, Hazam a trouvé la femme gisant dans une mare de sang. Alors qu'elle vérifiait son pouls, elle a eu le vague sentiment que quelqu'un l'observait. Elle a saisi un couteau à fruits et s'est approchée des rideaux. Quand elle les a refermés, le tueur avait disparu. Elle est allée à la fenêtre et l'a vu s'apprêter à partir. Elle a couru en bas des escaliers et l'a suivi secrètement. Elle a vu le tueur monter dans un camion et l'a suivi jusqu'à une zone déserte. Hazam a rapidement sorti le couteau à fruits de son sac et s'est précipité vers le camion pour vérifier. Mais le tueur avait disparu sans laisser de traces. Soudain, une main puissante a projeté Hazam au sol. Elle s'est relevée, a pointé le couteau sur le tueur et l'a accusé. « Tu as tué mon père, n'est-ce pas ? Je sais que tu l'as tué. » Elle se jeta sur le meurtrier mais elle ne faisait pas le poids. Il la rua de coups, lui prit le couteau des mains et le lui colla à la gorge. « Qui est ton père ?» se moqua-t-il. Kang-suk, c'était un inspecteur de police. Profitant d'un moment d'inattention du meurtrier, Hazam lui mordit violemment la main, ramassa rapidement le couteau à terre et se prépara à attaquer de nouveau. La faucheuse arriva chez Hazam et trouva une photo par terre. Il l'a ramassée et a vu que c'était une photo du tueur en série, Kwang Il. Yu Gang a réalisé que Hazam était allé après Wang Dongchun. Il s'est immédiatement téléporté chez la belle-sœur du tueur et l'a trouvé gisant dans une mare de sang. Le capitaine de police est également arrivé sur les lieux. La police avait retrouvé Wang Dongchun grâce aux caméras de sécurité des environs, et Hazam le suivait à vélo. Mu Gang a senti que Hazam était en danger, alors il l'a appelé tout en la cherchant. Hazam n'a pas pu répondre au téléphone. À ce moment-là, Mu Gang a vu la chaussure de Hazam par terre. Il a continué sa recherche et a ensuite vu la police sur une autre scène de crime. Mu Gang est entré et a trouvé un téléphone à côté d'une mare de sang. C'était celui de Hazam. Ailleurs,
la faucheuse a découvert une orbe d'âme dans le sous-sol de l'hôpital. Elle appartenait à Mugang. Il l'a ouverte et a vu Ha-Zam à l'intérieur. Mugang cherchait désespérément Ha-Zam sous la pluie battante. Il a reçu un appel. Les résultats de la médecine légale sont arrivés. Ils ont confirmé que le sang sur la deuxième scène de crime était celui de Ha-Zam. Si une personne de sa taille perdait plus de 2 litres de sang, elle ne pourrait pas survivre. Le cœur de Mugang ne pouvait pas se calmer. Il est retourné sur la deuxième scène de crime et, en jugeant par la position de Ha-Zam, il a juré de trouver Wang Yang-chun. Le lendemain matin, Mugang a ouvert le téléphone de Ha-Zam et a écouté son rapport enregistré. Il a entendu un camion frigorifique passer. Mugang a vérifié l'heure et s'est rendu sur les lieux du crime. Il voulait comparer l'heure du rapport de Ha-Zam avec l'heure du passage du camion et retrouver le chauffeur. Un peu plus tard, le camion frigorifique est arrivé. Il a abordé le chauffeur et lui a demandé s'il avait vu quelqu'un de suspect dans les environs la veille. J'ai percuté accidentellement un camion frigorifique en stationnement, mais étrangement, sa plaque d'immatriculation avait été complètement effacée. J'ai appelé plusieurs fois le numéro de contact indiqué sur le camion, mais personne n'a répondu. J'ai donc laissé mes coordonnées, mais personne ne m'a contacté. Mugang a demandé au chauffeur le numéro de téléphone du suspect, obtenu sur le camion. Il a ensuite localisé le numéro jusqu'au domicile du suspect. Arrivé à l'entrepôt, il découvrit des traces de sang sur le sol menant à un réfrigérateur. Il ouvrit le réfrigérateur, mais il était vide. En se retournant, il vit une chaussure. À cet instant, il se rappela l'autre chaussure de Ha-Zam et se précipita pour vérifier, mais découvrit que ce n'était pas la sienne. Mugang poussa enfin un soupir de soulagement. C'est alors que le tueur fou, Wang Yang-chun, rentra chez lui. Mugang l'attaqua immédiatement, exigeant de savoir où était Ha-Zam. « Je vais vous emmener jusqu'à son corps », railla Wang Yang-chun, faisant fondre Mugang en larmes. Le tueur a ensuite conduit Mugang pour trouver Ha-Zam. Inopinément, Wang Yang-chun est entré dans une frénésie, se vantant « Ha-Zam m'a vraiment laissé savourer pleinement le plaisir de tuer ». Entendant cela, Mugang a frappé Wang Yang-chun sans relâche. À ce moment-là, la voiture a percuté un arbre. Mugang est tombé dans un état second, tandis que Wang Yang-chun saisissait un marteau et frappait à plusieurs reprises le cœur de Mugang. « C'est le plus tenace des fous que j'ai jamais vu », s'exclama-t-il, martelant le cœur de Mugang avant de le jeter dans un champ désert et de s'enfuir. Léo tournait au cinéma dans l'hôpital, gardé par le personnage mystérieux. Le tueur fou avait infiltré l'hôpital, ciblant Léo. Alors que Léo se reposait dans la salle de repos, le mystérieux personnage arriva. « Veuillez vous déplacer dans la pièce voisine, quelqu'un a besoin d'utiliser celle-ci », dit-il, forçant Léo à partir. Le personnage mystérieux savait que le tueur venait pour Léo. Alors que Léo sortait, le tueur entra, ignorant que la personne à l'intérieur n'était pas Léo. Alors qu'il se préparait à attaquer, le personnage mystérieux attrapa son couteau et lui retira son bandeau. À ce moment-là, Mugang entra, surprenant le tueur qui venait soi-disant de le tuer. Mugang demanda l'emplacement de Ha-Zam et attaqua, mais le tueur s'échappa. La police aperçut le tueur dans le hall de l'hôpital, mais il les mit à terre. Mugang poursuivit sa traque. Le tueur s'empara de l'arme d'un policier et prit la fuite de l'hôpital. Dehors, il assomma un chauffeur de bus, détourna le véhicule avec tous ses passagers et prit la fuite. Mugang poursuivit le bus, hurlant au tueur de s'arrêter. Le capitaine de police arriva et vit Mugang. Mugang sauta dans la voiture de police et continua la poursuite. « Park, votre téléphone, donnez-moi votre téléphone. »« Attendez, je veux monter aussi. » Mugang a informé le capitaine que le tueur avait une arme. Il a volé l'arme d'un policier. Damn it. Dépêchez-vous, appuyez sur l'accélérateur. Il a appelé des renforts tout en poursuivant la course. Bientôt, ils ont rattrapé le bus. Mugang a crié à plusieurs reprises au tueur de s'arrêter, mais il n'a pas voulu l'écouter. Le capitaine a essayé d'utiliser sa radio pour le maîtriser, mais voyant l'arme, il a reculé. Mugang a dit au capitaine de se rapprocher, puis a sauté sur le bus. Une lutte tendue s'ensuivit. L'assassin a tenté de tirer sur Mugang, qui lui a arraché l'arme. Mugang a étranglé l'assassin, exigeant de connaître l'emplacement de Ha-Zam. Un autre officier est arrivé en voiture, mais à l'insu de Mugang,
Cet officier était un traître travaillant pour le personnage mystérieux. Il voulait tuer l'assassin pour protéger l'identité du personnage mystérieux. Un coup de feu a retenti, atteignant Mugang à la tête. Cependant, en tant que faucheur, Mugang était immortel. Il a continué à étrangler l'assassin, exigeant de connaître le lieu où se trouvait Azam. Au moment où l'assassin allait parler, un autre coup de feu a retenti, l'atteignant à la tête. Mugang a sauté du bus, alors que d'autres voitures de police arrivaient. Il a couru vers le tueur, exigeant l'emplacement de Azam, mais le tueur était mort. « Où est Azam? Dis-moi, où est-elle? Espèce de salaud !» Mugang a regardé la faucheuse se préparer à prendre l'âme du tueur. Le tueur a simplement regardé Mugang et s'est retourné pour partir. Épuisé, Mugang s'est effondré. Toujours incertain si Azam était vivante ou morte. Son esprit était en ébullition. Alors que les ambulanciers se préparaient à l'emmener à l'hôpital, il se souvint avoir trouvé une clé sous le pont. Il arracha son intraveineuse et courut vers le pont, où il trouva la porte métallique avec le gros cadenas. Illuminant l'intérieur avec sa lampe torche, il vit Azam assise là. Il arracha les barreaux et se précipita à ses côtés. Pensant qu'elle était morte, il la serra contre lui, s'excusant d'être arrivé trop tard. Doucement, il la laissa s'adosser au mur. Soudain, Azam fit un bruit. Mugang s'est rendu compte qu'elle était vivante. En se réveillant, Azam l'a pris pour le tueur et l'a repoussé. Elle semblait avoir subi un terrible ordeal. Elle a soudainement embrassé un inconnu à côté de Mugang. Mugang l'a reconnu comme étant Mansu, le deuxième fils du groupe Wang. Il s'est avéré que lorsque le tueur allait achever Azam, Mansu était intervenu, le mettant hors d'état de nuire. Mais le tueur s'est relevé et a roué Mansu de coups de pied. Alors qu'il se jetait de nouveau sur Azam, Mansu l'a attrapé par la jambe, donnant à Azam l'occasion de s'échapper. Le tueur a continué à rouer Mansu de coups de pied. Alors que le tueur s'approchait de Azam avec un couteau, Mansu s'est jeté sur lui, recevant le couteau dans le dos. « Non, monsieur le réalisateur !» a crié Azam. Elle a frappé le tueur avec une pierre et a traîné Mansu dans l'enceinte sous le pont. Mansu était dans un état critique. Azam a déchiré un morceau de ses vêtements pour bander sa blessure. « Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît, tenez bon !» a-t-elle supplié. Elle a essayé d'appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de réseau. L'assassin est arrivé. Azam se souvint des paroles de son frère. « Si tu es en danger, la chose la plus sûre à faire est de t'enfermer, et l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. » Elle ferma la porte métallique, la verrouilla avec le gros cadenas, s'enfermant elle-même et Mansu à l'intérieur. L'assassin enragé se jeta sur elle, brandissant son couteau. La clé tomba dehors. L'assassin la ramassa, puis changea Davis. « Si vous êtes deux, le chemin des enfers ne sera pas solitaire. » Savourez cette douleur. Il jeta la clé à l'eau et partit. Ils furent finalement secourus et conduits à l'hôpital. Le beau-père de Mugang les regarda avec une étrange expression. Comment sont-ils encore en vie? Le jour où l'homme devint président du groupe Wang, au milieu des applaudissements des actionnaires, le détective Park arriva pour l'arrêter. L'arrestation a attiré l'attention des médias. Le détective Park a annoncé que le président Oh avait conspiré avec la belle-sœur du meurtrier pour faire interner le meurtrier, Wang Yangchun, dans un hôpital psychiatrique. Cela a rendu le président Oh furieux. « Vous avez le droit de garder le silence », a conseillé le détective Park. Le détective Park soupçonnait que l'actrice Lee Yeon-hee, étant une amie proche d'O Man-ho, le tueur l'avait prise pour cible. Une amie proche. Qui est mon ami proche? Rétorqua Oh Man-ho. Le détective Park soupçonnait également qu'O Man-ho avait tué Han Jin-soo, montrant une photo d'une montre appartenant à Oh Man-ho. Mais celui-ci a nié. Célébrant l'arrestation dans un restaurant, le détective Park et son équipe ne se doutaient pas que l'arrestation d'O Man-ho pourrait leur coûter la vie. Alors que le détective Park allait aux toilettes, il a renversé accidentellement un bol de nourriture d'une table voisine. « Excusez-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Se baissant pour ramasser un sac par terre, il a vu une poupée et a semblé réaliser quelque chose. Il a immédiatement lâché le sac et est parti. À ce moment-là, les collègues du détective Park avaient presque fini leur boisson. C'est alors que le capitaine de la deuxième équipe, le traître, a soudainement reçu un appel sur le téléphone du détective Park. Il s'est avéré que la personne mystérieuse avait appelé en utilisant le téléphone du détective Park. Il semblait avoir fait quelque chose.
Le détective Park, le corps couvert de blessures, rampa hors de la voiture. À cet instant, le mystérieux individu s'accroupit devant lui, lui montrant une montre. Il s'avéra que tout avait été causé par la meurtrière impitoyable, Oh Chun-Yang, et Kwon Man-ho n'était pas le véritable coupable. Alors, qui était-il? Hazam tenait le téléphone, regardant une vidéo de Mugang, arrêtant le meurtrier impitoyable. Dans la vidéo, Mugang n'arrêtait pas de demander où était Hazam. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait mal compris Mugang. Mugang s'approcha et dit au revoir à Hazam. Alors que Mugang s'apprêtait à partir, Hazam accourut et le serra fort dans ses bras. Ensuite, elle exprima ses sentiments par un geste physique. Ils sont devenus un couple, comme ils le souhaitaient. À ce moment-là, un motif étrange apparut sur le cou de Mugang. Juste au moment où la mère de Hazam passa et vit sa fille amoureuse. Elle ne voulait pas les déranger. Mais à y regarder de plus près, elle fut extrêmement surprise car, il y a 20 ans, sa fille avait disparu et elle avait signalé sa disparition à la police pour obtenir de l'aide dans les recherches. À cet instant, le père de Hazam apparut, tenant la main de sa fille. D'étranges motifs sont apparus aussi sur son cou. Par coïncidence, la mère de Hazam a vu cette scène. Au bout d'un moment, elle réalisa que l'homme devant elle était le messager de l'enfer. Voyant les marques sur le cou de Mugang, la mère de Hazam était tellement effrayée qu'elle ne savait que faire. Le membre du Congrès était très populaire auprès du peuple et s'apprêtait à devenir président. Qui aurait pu imaginer qu'un vil personnage se cachait derrière lui? Il y a 20 ans, il était journaliste. Lors d'une interview avec une belle jeune fille impliquée dans la prostitution, il trouva un prétexte pour changer la cassette de la caméra. La jeune fille ignorait encore que le désastre était sur le point de frapper. Après avoir changé la cassette, il demanda à la jeune fille où elle exerçait ses activités de prostitution. La jeune fille répondit, « Yogi, à ce moment-là, une voiture est venue me chercher. Yo, et je crois que c'était dans la villa de montagne. » La jeune fille pensait que l'interview était terminée. Alors, elle a rapidement trouvé une excuse pour partir. Inopinément, elle fut arrêtée par l'oncle. Puis, il ôta son chapeau, alluma la caméra et dit, « Yogi, continuez. Combien d'argent receviez-vous à chaque fois? » Cela surprit beaucoup la jeune fille. Il a poursuivi, « Je peux aussi payer ce montant. » L'oncle s'est réjoui. Puis, il l'a forcé à accomplir l'acte. La bande de la caméra est devenue une preuve irréfutable. Ensuite, il a aussi menacé la jeune fille. « Si tu oses quitter l'île, tu comprends. » 20 ans plus tard, elle a raconté cela à l'envoyé de l'enfer. Mugang a demandé à la jeune fille où se trouvait la bande maintenant, mais elle ne le savait pas non plus. Elle se souvenait seulement qu'à l'époque, elle s'était enfuie avec Han et Zhu. Inopinément, elle fut rattrapée par le meurtrier sanguinaire. « Oh Chun-Yang !» Oh Chun-Yang cria. « Jiwa, donne-moi la cassette. Où est la cassette, You !» Mais la jeune fille ne savait pas non plus où était la cassette. À ce moment-là, Tidou apparut avec la cassette et la sauva. Voyant la situation, Oh Chun-Yang les laissa partir et poursuivit Tidou. La jeune fille, craignant pour Tidou, vécut dans l'angoisse. Elle vit alors une voiture de police approcher et s'enfuit. Désormais, le journaliste savait qu'il s'était rendu sur les lieux de l'affaire Tidou. À ce moment-là, il fouilla longuement les poches de Tidou, mais ne trouva pas la cassette et partit déçu. Désormais, cette cassette est devenue la seule preuve pouvant le faire tomber. Ce jour-là, le membre du Congrès donnait une interview. Inopinément, cette scène fut témoignée par la femme qui avait été forcée. Elle supplia le messager des enfers de traduire en justice ce membre du Congrès au cœur noir. L'âme de la femme vit le messager des enfers, Mugang, et s'enfuit. Mugang la poursuivit précipitamment car cette âme était Zudong, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. À ce moment, Zudong essaya de se cacher dans la machine à laver. Voyant que le messager des enfers l'avait découvert, il prit la fuite précipitamment. Mugang utilisa son pouvoir de téléportation instantanée et se cacha dans le placard. Simultanément, Zudong voulut aussi utiliser la téléportation instantanée. Il ouvrit la porte de l'entrepôt, se faisant attraper et étranglé inopinément par le messager des enfers. Soudain, une voiture fonça, projetant Mugang en l'air. À son réveil, Mugang se retrouva à l'hôpital. À ce moment-là, Hazam vint rendre visite à Mugang. Inopinément, elle vit une fumée noire apparaître dans le corps du médecin. Elle a demandé pourquoi il était mort. Si l'ombre est en lui,
il mourra certainement rapidement. Par coïncidence, Mugang a entendu ces mots. Il s'est instantanément téléporté au cabinet du médecin. Profitant d'un moment d'inattention du médecin, il l'a étranglé. Mugang soupçonnait que Zudong avait possédé ce médecin. Il lui a pointé une arme dessus, exigeant qu'il apparaisse. Lorsque l'âme s'est échappée du corps, Mugang a poussé un soupir de soulagement. Mais cette âme n'était pas Zudong. Qui était-elle? Il s'est avéré que cette femme vivait à la fin de la dynastie Joseon. Incapable de supporter les mauvais traitements de son mari, elle l'a tué puis s'est pendue. Son âme s'était cachée dans des corps humains pendant des centaines d'années sans être découverte par le messager des enfers. Mugang avait l'intention de l'emmener en enfer pour expier ses péchés. Mais la vieille femme a dit à Mugang que s'il la libérait, elle lui parlerait de l'affaire d'échange de corps à base de bouillie de Kim Jun, qu'il enquêtait. Savez-vous vraiment où se trouve le corps de Kim Jun? Sur la base de l'adresse fournie par la vieille femme, Mugang s'est instantanément téléporté chez Léo. Il a trouvé l'ordinateur portable dans le placard. Si la cassette de mon père est révélée, vous ne pourrez pas survivre non plus, d'après ce que disait la vidéo. Il a trouvé l'hôpital abandonné à Muen. En entrant, il a clairement senti le corps de Kim Jun gisant sur la table d'opération. À ce moment-là, Mugang s'est souvenu qu'il était Kim Jun de son vivant. Ses larmes ont coulé sans pouvoir les retenir. Ensuite, s'appuyant sur ses souvenirs d'avant sa mort, il est allé à la plage et a sauté silencieusement dans l'eau. Il a vu une voiture dans l'eau et un corps à l'intérieur. Il ramassa une pierre et la brisa contre la vitre de la voiture. « Es-tu moi? Es-tu vraiment moi ?» En regardant le corps à l'intérieur, il se souvint de tout à cet instant. Il s'avéra qu'il y a 20 ans, il avait été témoin du meurtre de Clara par un tueur impitoyable. Sayong avait également assisté à cette scène. Le tueur découvrit Sayong et poursuivit Kim Jun. Pour sauver Sayong, Kim Jun utilisa le ruban adhésif pour distraire le tueur. Mais alors que Kim Jun s'était caché dans l'entrepôt, il a tout de même été découvert par le tueur. Au moment où le tueur allait tuer Kim Jun, le père de Hassam est arrivé à temps pour tout arrêter. Le tueur a également fui les lieux. Ensuite, le père de Hassam a demandé à Kim Jun ce qui venait de se passer, avant même qu'il puisse finir sa phrase. Kim Jun a reçu une balle dans la tête. Le père de Hassam a poursuivi celui qui a tiré sur Kim Jun, tandis que le jeune frère de Kim Jun, Han Mugang, est tombé inconscient à cause d'une crise. Heureusement, une bonne personne a sauvé le garçon. Kim Jun, blessé, a boité jusqu'à une cabine téléphonique publique et a appelé à l'aide. Sa belle-mère arriva rapidement sur les lieux et emmena Kim Jun en voiture. Sur le chemin du retour, elle reçut un appel d'un collègue de l'hôpital lui annonçant que son fils souffrait d'une obstruction de l'artère coronaire et avait besoin d'une transplantation cardiaque immédiate, autrement son fils, Han Mugang, mourrait. Peu après, une pensée brutale lui traversa l'esprit. Elle se rendit à l'hôpital et préleva le cœur de Kim Jun. Puis, avec son collègue, elle a transplanté le cœur de Kim Jun dans le corps de Han Mugang. Ensuite, elle mit en scène un faux accident de voiture pour Kim Jun et poussa la voiture et Kim Jun à la mer. Il faut dire que cette belle-mère n'était vraiment pas une personne bienveillante. Kim Jun, le messager des enfers, se souvenait de tout et voulait s'échapper du corps de Han Mugang. Il s'est tiré plusieurs fois une balle dans la tête. Mais quoi qu'il fasse, son âme ne pouvait s'échapper du corps, car le cœur de Han Mugang était à l'origine le sien. Alors, il est allé voir sa belle-mère, lui a jeté un congé de licenciement et lui a demandé « Pourquoi as-tu remplacé le cœur de ton beau-fils, Kim Jun, par celui de ton fils biologique? Mugang, maman a tout fait pour te sauver. » À ce moment-là, maman n'avait vraiment pas d'autre choix. Si Han Mugang n'avait pas eu de greffe cardiaque, il serait mort. Je vais certainement t'envoyer. Ensuite il rentra chez lui et examina le contenu de l'ordinateur portable. Il s'est avéré que Han Mugang avait découvert la vérité. Sa mère lui avait transplanté le cœur de Kim Jun. Par conséquent, même si Léo était sur le point de mourir, il a seulement observé sans le sauver, car il craignait que la révélation de cette affaire ne nuise à sa mère. Il a donc jeté les preuves à la poubelle et est parti. À ce moment-là, Kim Jun ne comprenait toujours pas qui lui avait tiré dessus ce jour-là. Il soupçonnait Kim Wi-sok d'être celui qui lui avait tiré dessus ce jour-là. À cet instant, il a vu aux informations que le député Kim Wi-sok avait été déclaré non coupable faute de preuves concrètes. Désirant retrouver l'enregistrement audio du député Kim Wi-sok,
s'imposant à Sawai. Kim Jun s'est rendu à l'entrepôt, où il avait reçu une balle dans la tête pour chercher la cassette. À ce moment-là, il a vu des impacts de balles sur le mur, et ces impacts n'avaient pas été laissés par le fusil de chasse de Kim Wi-sok. À ce moment-là, Hassam est venu le chercher, utilisant la localisation du téléphone de Kim Jun. Mais comment connaissiez-vous cet endroit? Comment connais-tu cet endroit? Il s'est avéré qu'il y a 20 ans, alors que Hassam rentrait de l'école, elle a vu l'ombre de la mort derrière son père. La nuit, craignant pour la sécurité de son père, elle l'a suivi jusqu'à l'entrepôt. En entrant, Hassam a vu une fumée noire devant son père. Au moment où elle allait avancer pour retrouver son père, son pied a heurté une arme, l'arme de son père. C'est ça, il suffisait de faire disparaître l'ombre, et son père ne serait pas mort. Elle a donc ramassé l'arme au sol et a tiré sur la fumée noire. Ce n'est donc pas Kim Wi-sok qui l'a abattu, mais Hassam. Pour sauver son père, elle a involontairement abattu Kim Jun. Kim Jun savait maintenant tout. Il commença à avoir une étrange douleur à la tête. C'est le messager des enfers le plus amoureux que j'ai jamais vu. Il ne voulait pas révéler la vérité, à savoir qu'Hassam l'avait abattu des années auparavant, et il ne voulait pas que les autorités continuent à enquêter sur l'affaire Kim Jun de cette année-là. C'était en fait parce qu'il ne voulait pas qu'Hassam soit blessé. Il a réprimandé Hassam. « Sais-tu combien tu es malchanceuse? À cause de ton mauvais œil, Parce qu'il savait qu'un messager de l'enfer ne pouvait pas être avec un humain, il l'a chassé de chez lui. Ensuite, la mère de Hassam est venue voir Mugang. Elle a demandé « Pourquoi as-tu réprimandé ma fille en la traitant de monstre? Ne m'as-tu pas dit de disparaître? J'ai dû faire ça pour pouvoir la quitter en douceur. Je partirai comme tu le souhaites. Alors, rassure-toi et attends. » Hassam rentra chez elle et réfléchit aux paroles de Kim Jun. « Sais-tu combien tu es malchanceuse? À cause de tes yeux maudits, incapable de supporter le choc, elle prit des baguettes et tenta de détruire ses yeux yin-yang. À ce moment-là, Kim Jun accourut et l'arrêta. « Que fais-tu » Après son retour à la maison, il détruisit personnellement les preuves de sa mort. Le détective Park lui demanda pourquoi il les avait détruites. Mugang répondit qu'il voulait vivre sous le nom de Han Mugang et passer de 12 jours avec Hassam. Le détective Park ne dit rien de plus. Le lendemain, il emmena Hassam à l'hôpital. Le médecin expliqua à Hassam qu'une balle était logée dans le tronc cérébral de Mugang. Parfois, le patient devenait anormalement agressif, mais en réalité, cela n'avait aucun rapport avec sa volonté. À ce moment-là, Hassam crut que les paroles de Mugang de la nuit précédente étaient des mensonges. Mugang avait dit que dans quelques jours, il irait en Amérique, trouverait un spécialiste et se ferait retirer la balle de la tête. Après cela, il alla voir Sawai et lui demanda quand elle partirait. Sawai répondit que Kim Yes avait été libérée. Elle n'irait plus en Amérique. Demain, elle rencontrerait les médias et donnerait une interview, exposant les mauvaises choses qu'il avait faites. Mais cela ruinerait la vie de Sawai. « Je me fiche de ma vie, dit Mugang. »« Si, tu t'en soucies, reprit-il. Tu as un moyen d'amener Kim Yes devant la justice. » Ensuite, il demanda une faveur à Sawai, lui demandant de bien s'occuper de la mère de Kim Jun. Si elle devait aller en Amérique, alors qu'elle emmène la mère de Kim Jun avec elle. Voyant que sa mère avait quelqu'un pour s'occuper d'elle, il se sentit soulagé et partit. Puis, il alla chercher Léo. Il savait que Léo était mort, et que Léo maintenant n'était plus que l'âme d'Yun. Car auparavant, il avait vu sur l'ordinateur les symptômes après la mort de Léo. Effectivement, le messager des enfers avait bien deviné, mais il n'enverrait pas Yi-jung en enfer pour expier ses péchés. Il voulait qu'Yi-jung vive comme un humain et s'occupe de Hassam. Puis, il a pris une arme à feu avec l'intention de tuer Kim Wi-sok pour assurer la sécurité de Hassam. En entrant dans le bureau, il a découvert que Kim Wi-sok s'était suicidé. Ensuite, il est retourné à la voiture. Il ne pouvait pas se suicider, qu'il a finalement tué. Voulant trouver le coupable, il s'est rendu chez Kim Wi-sok. À ce moment-là, il s'est rappelé ses souvenirs d'enfance avec Léo. Quand il était jeune, Kim Ran a accidentellement vu Sa-young et le maire se livrait à la prostitution chez Léo. Pour protéger Sa-yi, il a enterré la cassette dans la base secrète convenue avec Hassam. Mais lorsque Kim Ran est arrivé, il a découvert que quelqu'un avait pris la cassette. Le danger de mort qui menaçait Hassam n'avait pas disparu.
Cette cassette était la véritable raison pour laquelle Hassam était en danger. Effectivement, Hassam avait pris cette cassette la veille. En rentrant chez elle, elle a été choquée par le contenu de la cassette. Alors, elle a eu l'intention d'amener la cassette au poste de police. Mais inopinément, la personne mystérieuse l'a interceptée juste devant la porte. La jeune fille était piégée dans la piscine, et les policiers ont également été capturés par eux. Ensuite, les policiers ont été brutalement battus, car ils connaissaient certains secrets du maire. Puis, le maire est arrivé. Tout cela a été fait. C'est l'œuvre du maire, tout à cause de cette cassette le montrant entretenant une liaison avec Saï. Le maire a tué d'innombrables personnes. À ce moment-là, Hassam a juré qu'elle ne remettrait absolument pas la cassette. Le maire a ordonné à ses subordonnés de récupérer la cassette par tous les moyens nécessaires, puis de partir. Le mystérieux individu a pris les policiers en otage, les a battus sauvagement et a forcé Hassam à remettre la cassette sous peine de mort. Hassam ne pouvait plus le supporter et s'apprêtait à révéler la vérité. Inopinément, la police a conseillé à Hassam que même si elle mourait, elle ne devait pas révéler l'emplacement de la cassette. Le mystérieux personnage a alors ordonné à ses subordonnés de les emmener. Et ensuite, il a de nouveau forcé Hassam à révéler l'emplacement de la cassette. Voyant que Hassam ne réagissait toujours pas, il a ordonné d'ouvrir la vanne d'eau. Au bout d'un moment, il a pris un fil électrique. À ce moment-là, l'eau montait jusqu'aux genoux de Hassam. Il a redemandé « Où est la cassette ?» Voyant son absence de réaction, il jeta le fil électrique dans l'eau. Au moment où il allait toucher la surface de l'eau, quelqu'un coupa le courant. À ce moment-là, le mystérieux personnage réalisa qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et alla vérifier. Pendant que Hassam luttait, sa tête était immergée dans l'eau. Un instant plus tard, Kimron sortit Hassam de l'eau et la déposa doucement par terre. Il avança et commença à se battre, maîtrisant rapidement le groupe de Sbaer. Ensuite, ce fut le mystérieux personnage. Kimron arracha le couteau de la main du mystérieux personnage et le lui planta profondément dans le ventre. Puis il l'a jeté dans la piscine et a lancé le fil électrique dans l'eau. Ensuite, ce fut le maire. On le voyait élégamment boire du champagne, mais inopinément, une arme fut pointée sur sa tête. Il s'est avéré que c'était Kim Jun. Le lendemain, alors que Hassam était à l'hôpital, sa mère lui a donné une lettre. Il s'est avéré que la lettre avait été envoyée par Kim Jun. Le contenu indiquait que Kim Jun s'était fait retirer la balle de la tête pendant son séjour en Amérique, disant à Hassam d'être tranquille et de vivre une belle vie. La mère de Han Mugang, parce qu'elle avait tué Kim Jun, s'est blâmée et s'est suicidée en avalant du poison. Laissant une lettre d'adieu, elle a indiqué que le corps de Kim Jun se trouvait au fond de la mer, sous la falaise Muon. Accablé par la culpabilité, Hassam s'est rendu au commissariat et a accidentellement entendu un enquêteur parler du contenu de la lettre d'adieu de la mère de Kim Jun. Elle a également appris que, enfant, elle n'avait pas tiré sur la fumée noire, mais sur Kim Jun. Elle s'est donc précipitée au commissariat et leur a demandé de vérifier les registres de départ de Han Mugang. Inattendument, il les avait déjà vérifiés et n'avait trouvé aucun enregistrement de départ pour Han Mugang. À ce moment-là, un autre enquêteur tenant une vidéo filmée à la falaise Muon s'est approché. Ils ont vu que Han Mugang avait sauté de la falaise Muon. Par la suite, Hassam s'est rendu à la falaise Muon et a eu l'intention de sauter après Han Mugang. Pendant ce temps, Kim Jun subissait un châtiment dans les cieux. Il demanda aux cieux la punition la plus sévère, car la vieille femme lui avait auparavant dit que la punition la plus sévère dans les cieux était de retourner au néant, faisant oublier celui qui l'avait connu. Kim Jun subit sa punition, tandis que Hassam retrouva une vie normale, ne voyant plus les ombres de la mort. Quelques années plus tard, Zhu Dong promit à Kim Jun qu'il prendrait soin de Hassam toute sa vie. À son 100e anniversaire, il lui fit un cadeau. En l'ouvrant, Hassam découvrit un fil rouge à l'intérieur. Elle le regarda et se souvint soudainement de tout. Ce fil rouge était celui qu'elle avait donné à Kim Jun. Les larmes coulèrent sans pouvoir les retenir. Le lendemain, Hassam ne put résister à l'écoulement du temps et décéda. À cet instant, l'âme de Hassam quitta aussi son corps, et Kim Jun l'attendait à ses côtés. Hassam lia le fil rouge autour de la main de Kim Jun et se donna à lui.